Bon, paf, on est live, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce stream hebdomadaire, ce stream des Fada React, comme on a chaque semaine, chaque dimanche soir de 21h à 23h. Bienvenue, prenez place. J'espère que vous allez bien. Moi, un petit peu chafouin, un petit peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon. Et pourtant, je me dis, quand même, hein, c'est pas parce que je suis un peu plus mou que comme le caramel ramolli, bon voilà, voilà, je voulais faire une comparaison, qui est complètement qui sert à rien du tout, quoi. Bref, on se retrouve donc pour un je suis pas très bon pour des présentations, moi, décidément. On se retrouve pour un Fada React ce soir qui est un peu particulier parce que, sujet historique, donc plutôt sérieux à la base. Et attendez, c'est normal que je vois pas le pourtant j'ai fait ma configuration de est-ce que ça marche ou pas? Je suis en live là, hein, normalement, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça, c'est bon. Mon débit apparemment est pas f non, ça va, ça va. OK, j'essaie de régler les trucs avec, moi, avec le téléphone pour avoir accès à certains outils, mais bon, c'est un peu je suis pas certain de tout comprendre. Bref, c'est pas très grave, hein. Dans l'ensemble, hein, c'est enfin, moi, l'essentiel, c'est que j'anime. Bref, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Hem, on va se faire un petit react, des familles sur, l'expansion de l'islam. Et d'ailleurs, petite, dédicace, au poteau, le crabe fantôme. Si vous le connaissez pas, bah, suivez sa chaîne sur YouTube, suivez sa chaîne sur Twitch. Il commence les lives dans une semaine, je crois qu'il avait dit hier. Il est passé hier, sur le live et ça fait trop plaisir, quoi. J'adore son humour, j'adore ses réactions, j'adore comment il est, j'adore tout ce qu'il fait, quoi. C'est et hem et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, petite dédicace, à lui, Heu et ce qui tombe bien parce que, vu que là le sujet c'est l'islam, lui s'est lancé dans des petites vidéos qui donneront peut-être lieu à des streams, j'en sais rien. C'est les islamocrabes ou je sais plus comment il appelle ça. C'est complètement barré. Heu, Où en fait il lit je crois qu'il lit le des comment on appelle ça? Des sourates? Des versets non des sourates, c'est ça? Enfin ça doit être des chapitres en gros, enfin des sourates de l'islam et bon c'est amusant quoi, c'est bref. Hem, Là, ça dure 23 minutes à peu près la vidéo, donc tranquille. On va se réserver, ouais, de 21h à 23h quoi de stream de React. Hello, I don't know, man. What's this stream about? It's about the expansion of Islam. It's a how to say it in English? It's a history video talking about the expansion of Islam made by a channel named Question d'Histoire. Let me put the internet capture here. The expansion of Islam. First part, the diffusion, the stream, the stream of Islam. Un stream sur l'islam, bah oui, pourquoi pas, hein, c'est alors doucement, hein, et on rentrera pas dans des trucs, no theology, nothing like this, on rentrera pas dans des trucs compliqués, on n'est pas: «Ah, I know the expansion of Islam mainly in Indonesia». Ah okay, okay. I don't know when it happened in Indonesia, but, well, different context, but, still interesting. Uh, did it happen during maybe I have no idea when it happened in Indonesia, but yeah, I'm curious about it. Now that you talk about it. Euh, Bah, en tout cas, on va se lancer sur l'expansion de l'islam. If ever you wanna um, uh, still perfect your skills in French, or maybe I can activate the subtitles, just in case. Yeah, okay, they're already activated. It's because of trade. Ah, c'est à cause du commerce. It's because of trade that Islam
Expanded in Indonesia. OK. C'est vrai que le commerce dans les OK, ouais, it's true that the in Indonesia isn't it in Indonesia that, there are, the Spice Islands or something like this? Um, well, some islands, several islands, which produce tons of, tons of spice or spices. Let's talk correctly in English. Alors, je sais pas pourquoi le chat, moi j'ai beau essayer d'afficher le chat, comme il faut là sur mon téléphone, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, apparemment ça marche. Enfin, je l'ai sur l'écran, je l'ai sur le téléphone, mais OK, je voulais avoir accès à d'autres infos, mais apparemment c'est je sais pas trop comment me débrouiller avec. C'est pas très grave. On va se lancer on va se lancer pour le bah, tout en étant fada, foufou, en étant, crazy, crazy react pour la traduction et ouais, on se lance. On se lance tranquillement sur, la diffusion. Let's go. 15 juillet 1099, Jérusalem. Les croisés, partis reconquérir les lieux saints, s'apprêtent à lancer l'assaut final sur la ville millénaire. Alors, toujours pour donner le contexte, à chaque fois quand j'ai perdu le nom du gars qui fait les questions d'histoire, mais à chaque fois, c'est vrai il prend toujours une situation, ultérieure à ce qu'il va aborder, heu, pour expliquer, enfin, pour, faire un rétropédalage, heu, souvent des sujets politiques et là, typiquement, les croisades, c'est quelque chose d'éminemment politique et c'est intéressant, quoi. J'ai toujours aimé son approche, en fait et je trouve ça assez. Est-ce que c'est original? Je sais pas, je trouve plutôt que oui et pour une chaîne d'histoire, bah, c'est enfin, bon, encore une fois, hein, je présente pas le gars, j'ai perdu son nom, j'ai perdu son prénom, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin, il fait des trucs, enfin, énormes, quoi, L'objectif initial, déloger les Turcs seldjoukides, qui avaient pris la cité en 1073 et qui en ont interdit le pèlerinage aux chrétiens. Ironiquement, ce sont désormais les Fatimides, branche chiite de l'islam régnant en Je Égypte, vais être qui un peu plus occupent fort. Jérusalem, eux qui ne s'opposent pas à l'accès aux lieux saints pour les chrétiens. Ah oui, donc c'était vraiment 2 écoles différentes, hein, de pensée. Alors j'aimerais bien creuser ça davantage, comprendre davantage, entre les Turcs seldjoukides et les Fatimides. Enfin, les Fatimides, c'était l'essence de leur pouvoir, c'était quoi? C'était l'Égypte, il me semble. Heu, ouais, il me semble que c'était l'Égypte, puis je sais pas s'ils avaient d'autres possessions et les Turcs seldjoukides, eux, venaient d'Asie centrale peut-être? Et parce qu'en gros les Turcs, les Mongols, c'est un peu la même, c'est un peu pareil, quoi. C'est pas je crois pas que le turc aujourd'hui et le mongol soient exactement la même langue, mais il me semble que c'est une même famille de langues et ouais, c'est intéressant de voir les déplacements de population comme ça et ouais, pourquoi les Turcs seldjoukides ont interdit l'accès aux lieux saints, oui, oui, si, aux lieux saints, on peut appeler ça comme ça. Bah, je sais pas, mais pour quelle raison? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est parce que les Fatimides justement, eux, si je me souviens bien d'une chose que j'avais apprise, par moi-même, hein, pas à l'école, il me semble qu'ils avaient jamais interdit ou qu'ils avaient pas interdit en tout cas l'accès aux lieux saints, enfin ou en tout cas à Jérusalem pour les chrétiens, notamment pour la manne financière et ça c'est alors pourquoi les Seldjoukides eux ont, interdit cet accès-là? Je sais pas. Qu'importe, les croisés sont Qu'importe! bien décidés à prendre la ville. L'attaque est sanguinaire et se transforme en bain de sang. La ville sainte est prise par les croisés. Le but de la première croisade est atteint. En effet, depuis 400 ans, Jérusalem est occupée par les musulmans. L'islam, religion née dans la péninsule arabique au début du 7e siècle, a réussi en une poignée d'années à s'emparer de vastes territoires. C'est vrai que c'est quelque chose, hein, quand même, l'expansion de l'islam, on avait quand même enfin c'est assez incroyable, on est dans les années, 620 par là. Enfin, c'est 622 je crois la mort de Mahomet. Putain, j'ai fait un mix entre Mahomet et Mohamed. Enfin Mohamed, hein, pour les arabophones et ceux qui préfèrent le nom original, bon. Parce que Mahomet, en fait, c'est juste la francisation du nom, en fait, c'est tout. C'est comme, s'il y avait un Piotr en Russie, on l'appellerait Pierre, voilà, hein, faut pas chercher, et donc on avait, c'est quand même incroyable parce qu'il y avait
l'Empire romain à l'ouest, l'Empire perse au nord, quoi, au nord de l'Arabie. Deux géants, hein, 2 géants de la région et les Arabes qui sont pas unis à ce moment-là, puis qui s'étendent comme pas possible, bah, qui s'étendent en Perse, qui l'Empire romain, c'est le seul des 2 entre le romain et le perse à à survivre, mais bah, il perd quand même de larges parties de territoire, hein, et à s'y implanter durablement. La fulgurance de cette conquête interroge. Comment c'est le vrai. dernier grand monothéisme a-t-il réussi, en un peu plus d'un siècle, à occuper un tiers du monde connu et convertir autant de populations? Revenons à travers 2 vidéos C'est sur l'extension impressionnant, de hein. C'est l'islam. impressionnant. Dans un premier temps de sa naissance au premier schisme qui va déchirer les nouveaux croyants, Ah! puis dans un second temps en observant l'administration des territoires conquis et le ralentissement progressif des conquêtes sous le califat omeyyade. Ça, c'est intéressant, mais je crois alors ça, par contre, c'est la deuxième partie. C'est parce que Question d'Histoire a fait enfin, il a découpé cette thématique en 2 axes, avec d'abord comment l'islam s'est-il étendu si rapidement. Regardez-moi ça, 967 000 vues, putain le machin quoi. Oh le succès de fou. Et la seconde partie, c'est comment le califat omeyyade a-t-il consolidé l'empire d'islam? Point d'interrogation. Et je crois que ça a dû faire comme 300 000 vues ou un truc comme ça, apparemment ça passionne moins les gens et pourtant moi c'est peut-être plus la seconde partie qui m'intéresse, plus que la première parce que, je me dis: «Mais comment ils ont réussi à administrer, à gérer tout ça?» À un moment c'était uni, puis après ça s'est divisé, après c'est différentes dynasties, c'est différents chefs qui se mangent ou qui se mangent pas, enfin bref, c'est un bazar, comme souvent dans la vie, bref. Et en plus, c'est intéressant, je trouve, de voir là sur l'extension de l'islam parce que on entend parler de tout et de rien. On entend parler bah, aussi bien les gens qui se sont convertis de bonne foi, quoi, que, mmh, que le fait que les Arabes auraient imposé par les armes. Alors moi, j'y connais rien, hein, j'y connais rien du tout. Je suis au ras des pâquerettes, hein, je suis comme un enfant à qui il faut tout expliquer. Allez. Au moins, c'est toujours agréable de voir. Ça fait combien de temps que c'est sorti? 8 mois? Et j'avais toujours pas regardé le ah j'en ai, hein, des suggestions là de vidéos. De plus en plus les Fada React, je pense qu'on peut se tourner vers des questions d'histoire, sans mauvais jeu de mots, avec le titre de la chaîne, questions d'histoire et de plus en plus, je suis en train d'étayer ma playlist, avec bah, des vidéos qui me semblent, intéressantes et surtout, heu, qui comportent des sujets que je maîtrise pas du tout. Là, j'en ai une par exemple, ouais, j'avais déjà vu des trucs là-dessus, mais c'est comment le Portugal est-il devenu le premier empire mondial? Il y en a d'autres également, hein, de trucs qui sont intéressants, enfin bref, allez, comment l'islam s'est-il étendu si rapidement? C'est 100 ans à peu près, hein, la forte expansion de l'islam, hein, La péninsule arabique est un vaste territoire, au climat majoritairement aride et sec, composé de nombreux tu déserts. m'étonnes. On en voit quelque chose dans notre partie avec, Médéwi, le royaume de Médéwi dans notre partie avec, sur Total War Rome 2, Divide et Impera. On en voit vraiment quelque chose, hein, c'est compliqué même là, j'ai fait des je suis dans une autre partie et j'essaie d'envahir l'Arabie, mais en termes d'attrition et tout, c'est complexe, hein, c'est à gérer, Quelques oasis et puits d'eau permettent aux marchands et nomades de s'aventurer dans ces terres hostiles. Les et pourtant, en fait, enfin, l'Arabie, c'est tellement, on se dit: «C'est que du sable», mais non, en fait, je sais pas comment expliquer, mais enfin, moi, ça me donnerait même envie, hein, de voyager là-bas, de si je pouvais trouver quelqu'un avec qui voyager, si j'avais les finances aussi, enfin, si je mais ouais, c'est plein de choses à découvrir, quoi. C'est des paysages, une façon de vivre aussi. C'est vraiment un voyage, et je pense que c'est aussi ça l'islam. Là, pour le côté sérieux du React, je pense que c'est une découverte de soi, c'est une découverte
Parce que le problème, c'est que de traverser le désert comme ça, l'extrêmement chaud le jour, l'extrêmement froid la nuit, c'est une épreuve, en fait. C'est aller au bout de soi-même quelque part. Donc ça, c'est spirituellement, peut-être que c'est pour ça que peut-être que ça a inspiré des trucs, dans l'islam. Après encore une fois, hein, le Coran, moi, j'y connais rien, les sourates, les hadiths, les trucs, c'est bon, on dirait que c'est le supermarché, tu prends ce que tu veux, enfin, j'y connais rien. Sud-ouest, l'Arabie heureuse, l'actuel Yémen, connaît des pluies de Ah mousson oui, grâce aux hautes montagnes permettant le développement de l'agriculture. Par d'ailleurs, le commerce c'est pas reflété caravanier ou ça. maritime, les populations Attendez, c'est pas reflété ça dans justement dans je parlais de Rome 2 avec Total War là, enfin avec notre partie sur le royaume de Médéwi, c'est pas reflété dedans. On n'a pas la province ou les 2 provinces au sud, notamment la province, enfin la région ici, on l'a pas, elle reflète pas une certaine, une certaine richesse agricole ou je ne sais quoi, c'est, dommage mais bon. Par le commerce caravanier ou maritime, les populations d'Arabie sont en contact avec le monde qui les entoure. D'accord. Contrairement à une idée reçue, qui assimile l'Arabie pré-islamique à la vie nomade des Bédouins, la population est majoritairement sédentaire, partage la même langue sémitique, l'arabe, et connaît Ah d'accord, donc il y avait l'écriture. Les d'accord. pop- Il y avait donc déjà un fond culturel commun et tout, enfin il y avait et donc beaucoup d'échanges. C'est vrai que ça on le dira jamais assez, mais les Arabes sont traditionnellement des de fins commerçants. Ils ont une vraie tradition du commerce et de l'échange et de la transmission, en fait. Ils ont une vraie force là-dedans et c'est pour ça que souvent quand on dit, par exemple, ça a pas tout à fait grand-chose à voir avec la vidéo, encore que, souvent quand on parle, par exemple, des chiffres arabes. Les chiffres arabes, bah, le truc c'est que c'est des chiffres indiens et c'est les Arabes qui ont mis ça à leur sauce et puis ça nous est parvenu jusqu'à nous. On a peut-être adapté ça aussi à notre sauce, en Europe ou ailleurs et comment dire? Et en fait, c'est justement, c'est un peu comme, ils sont un peu comme moi, ils sont un peu comme des bourguignons. C'est finalement l'Arabie, c'est une zone de passage, quoi. C'est, quelque part, un bourguignon arabe bourguignon, hein. J'ai plus qu'à mettre un turban sur la tête. Non, bref et est-ce que ce serait de l'appropriation culturelle? Je sais pas. À vous de me dire. Qu'est-ce que je voulais dire également? Bah, oui, donc en tout cas, c'est vraiment un peuple bah, ouais, axé sur la transmission et sur, c'est enfin, je pense qu'il faut le voir comme ça et bah, c'est bien, quoi. populations sont loin d'être uniformes, partagées entre OK. nomades et sédentaires, Ah citadins et d'accord. ruraux, artisans, commerçants, éleveurs et Ah agriculteurs. oui, d'accord, donc ça, c'est vraiment ce que je me disais aussi, juste avant qu'il en parle. L'Arabie est tellement vaste et à l'époque, j'aurais pas su, dire s'il y a des différences ou pas, mais aujourd'hui, en tout cas, même aujourd'hui, je me dis: «C'est un monde, qui doit être tellement varié, en fait, tellement» je suppose qu'il y a rien, enfin, il y a pas une zone qui ressemble à une autre en Arabie. Enfin, je suppose que c'est une zone qui est une zone géographique qui est très ouais, qui est très diversifiée, très, contrairement à ce qu'on pourrait croire comme ça de prime abord et à voir, hein, Des sédentaires, citadins et ruraux, artisans, commerçants, éleveurs et agriculteurs. Les populations arabes partagent toutes un trait commun concernant l'organisation politique et sociale. mmh, Elles sont structurées autour de la tribu, constituée de plusieurs clans, et dont le d'accord. leader assure l'autorité morale sur ses membres. D'accord, d'accord. Ah! C'est super intéressant ça de remettre les choses en contexte. Ce qui permet de comprendre aussi comment, justement ce qui a donné après, les conquêtes islamiques avec, je suppose une fonction, enfin un fonctionnement tribal ou je sais pas trop comment ça s'est passé, mais heu, des groupes de gens qui se soumettent, à un gros groupe, vous avez la corporation ici, puis vous avez les succursales, les succursales, voilà, oh toi tu vas t'occuper de j'en sais rien, tu vas t'occuper de la bouffe, toi tu vas t'occuper de j'en sais rien, tu vas t'occuper de peu importe, je suis pas bon pour, je suis pas inspiré ce soir. Ainsi, le prophète Mahomet appartient au clan Hashim, Ah! intégré à la tribu Quraysh, située à la Mecque. D'accord. Ces grandes tribus,
constitués de plusieurs clans, essaiment l'ensemble du territoire. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, donc c'est vraiment là qu'on voit en fait l'assise historique, le 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 bah, à quel point en fait, ces gens à l'époque, mmh, qui peu importe qui ils sont en fait ou qui ils étaient, enfin, je sais que Mohamed est dans l'islam est très bien vu en fait. Enfin, je sais pas s'il est vénéré, je sais pas, j'en sais rien encore une fois, mais de voir en fait l'assise historique et le contexte en fait, le terreau en fait, j'ai envie de dire, c'est prégnant, de voir à quel point ces gens sont enracinés dans une réalité et ont des vies en fait, peut-être à milieu de ce qu'on imagine aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, peut-être, quelqu'un qui serait musulman, se dit, tu vois, enfin, peut-être qu'il idéalise, Mohamed et peut-être que enfin, je sais pas, j'en sais rien. C'est, heu, c'est une époque et c'est comme ça, en fait, dans toutes les religions, j'ai l'impression. Si on se dit, «Waouh, ils ont vécu», quand on lit des bouquins en accord avec, enfin, qui parlent de telle ou telle personne qui a vécu, des centaines d'années avant, souvent on se dit: «Waouh, il devait avoir une vie passionnante» ou je sais pas quoi, si, oh, je sais pas, tiens, il a vécu des expériences spirituelles, enfin, des trucs de dingue. Bon, OK, très bien. Mais en fait, quand on remet enfin, si on remet les choses dans le contexte, en fait, tu te rends compte que c'est juste enfin, c'est des hommes comme tout le monde, quoi. L'homme, ça change pas, quoi. C'est normal, quoi. C'est l'homme, quoi. C'est Maïn, ah voilà, vous avez Maïn ici. Maïn, qu'on voit également dans, je crois, Rome 2 Total War, justement, enfin, mais qu'on voit plus, genre de ce côté-là, quoi, en plein désert. Ce qui fait pas très sens, L'Arabie mais préislamique est entourée par deux puissants voisins. Tout voilà. d'abord l'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, dont la capitale est Constantinople. C'est un empire officiellement monothéiste, chrétien, mais de nombreux courants Officiellement, ouais, doctrinaux c'est ça, divisent la communauté orientale sur des questions théologiques, coptes, melkites, maronites, jacobites ou nestoriens, qui occupent Jacobite. théologiques, Oh putain. coptes, melkites, Les maronites? Mais les maronites, c'est pas des espèces de cathos, en gros, dans le fond? C'est pas des types qui, ouah, j'y connais rien. maronites, Ah si, si, il me semble qu'aujourd'hui ou alors peut-être qu'à l'époque c'est différent. Mais, c'est des communautés. Ça doit être des tribus ou peut-être pas des clans, mais ça doit être des tribus également ou des groupes de population, enfin des peuplades, des ethnies quelque part qui, heu, qui ont décidé d'être ensemble et d'être un groupe commun, qui se sont donné une identité, heu, pour être différents des autres, enfin je sais pas, et les jacobites, putain ça me trouble parce qu'en ce moment je lis ou je vois un petit peu de contenu sur les jacobins, rien à voir, absolument rien à voir. Ce serait intéressant. J'ai une vidéo dans les cartons là enfin un stream également dans les cartons qui parle pour parler de l'État jacobin, heu, vaste sujet. Une vidéo qui est genre vraiment intelligente, hein, vous genre vraiment vous êtes pas prêts vu le niveau de d'échange en fait. C'est, heu, c'est à la fois spirituel et enfin, je sais pas comment expliquer, enfin, ouais, c'est différent, quoi, donc en tout cas, c'est vrai que c'est plein de communautés dans l'Empire romain à cette époque-là, enfin, surtout en Orient. Peut-être pas, du côté enfin, ailleurs, en Italie, en Gaule, tout ça. Enfin non, ils ont plus la Gaule à ce moment-là, mais en Orient notamment, il y a un vrai foisonnement, religieux, spirituel, vous l'appelez comme vous voulez et il me semble que l'Église orthodoxe a voulu unifier tout ça, a voulu, heu, un peu forcer le pas, à tout ce monde, dans le coin là et je sais pas comment la sauce a prise, mais jacobites ou comment elle a pris, pardon. nestoriens, qui occupent des régions différentes. L'Empire perse sassanide est Mais en fait, quelque part, le fait qu'il y ait plein de groupes différents, les Arméniens, ça a toujours été, une entité à part, mais les Maronites, les Jacobites, les Melkites, c'est ça? Melkites et les Coptes et puis d'autres, bref, Nestoriens et cetera. En fait, on voit que dès le début, il y a plein d'écoles différentes et comment dire? C'est comme, chez les chrétiens, enfin souvent les gens se demandent: «Mais pourquoi il y a tant d'écoles, pourquoi il y a pas que l'église catholique ou pourquoi il y a pas que l'église protestante?» ou je ne sais quoi. Même chez les protestants, on voit plein de dénominations et c'est juste normal, en fait.
C'est normal, en fait, de se séparer d'un groupe pour faire sa vie ailleurs, quoi. C'est juste normal, quoi, c'est Nestoriens, normal. qui occupent des régions différentes. L'empire perse sassanide est de religion zoroastrienne, ou masdéenne, Ah ouais, d'accord. religion dualiste, qui repose sur le combat entre le bien et le Ah oui, mal. c'est du Et de manichéisme, nombreuses quoi, c'est communautés chrétiennes sont présentes dans l'empire. d'accord. Ces deux empires sont en conflit permanent depuis le début du VIe siècle. Heu, Bah, disons que même avant, en fait, les Perses, c'était quand même les Romains, en fait, ils avaient eu quand même, pour grands rivaux, à l'ouest, les Carthaginois. Après il y a eu d'autres peuples, il y a eu je sais pas, est-ce que les Germains, on peut les considérer comme des rivaux? Parce que c'était pas un empire, c'était pas structuré les Germains, c'était pas, enfin, c'était pas la même structure en tout cas. Heu et puis en termes d'autres empires civilisés, ben, il y a eu le royaume du Pont à un moment qui était un sacré rival, pour les Romains et puis après, bah, autrement je pense les Perses, ouais, les Perses sont toujours, parce qu'après eux, pour les Romains, notamment en Orient, en gros c'est des Grecs. Donc eux, les Perses, ils les connaissent depuis très longtemps, c'est un peu un rival, traditionnel et donc enfin bref, ils ont des tas de conflits avec eux. Après peut-être que ça s'intensifie, au début du VIe siècle en effet. Au début du 7e siècle, la guerre s'intensifie. Après une avancée spectaculaire des Sassanides, qui sont Ah repoussés oui, aux portes de Constantinople, oui c'est vrai, le nouvel sous, Héraclius, ouais, empereur byzantin Héraclius voilà. réussit à renverser la situation et inflige de lourdes pertes aux Perses, approchant même de la capitale, Ctésiphon. Mais en fait, c'est là qu'on voit que, ça enfin je connais pas assez le contexte, mais ça s'est joué à rien, hein. On avait en fait 2 blocs, ces 2 blocs. C'est un peu comme la Première Guerre mondiale, hein. On a 2 blocs qui s'affrontent et bon avec, il y a pas l'histoire des tranchées tout ça, mais je veux dire c'est on est pas enfin c'est pareil, il y a vraiment 2 blocs, qui sont, remplis de testostérone et puis qui ont envie de se friter quoi. Une paix est conclue. Regardez-moi ça, ces images, putain, c'est tellement quali, putain. Même le détourage est quali. Moi quand je fais du détourage, c'est de la merde, mais c'est, c'est tellement incroyable ce qu'il a fait le mec. Aux Perses, approchant même de la capitale, Ctésiphon. Une paix est conclue. Les deux empires sont exsangues. Ces Mmh. guerres Mmh. constantes ayant mobilisé toutes leurs forces économiques et militaires. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ils étaient, enfin, c'est incroyable en fait, de voir, ce qui s'est passé et en fait, je comprends, c'est dans ce contexte-là que le que l'islam se développe, sur, enfin, en prenant place, sur 2 empires affaiblis en gros, dont l'un va survivre, l'autre pas, mais bref. Mais, mais bon. Les Sassanides, profondément affaiblis, entrent alors dans une crise de succession. Ah d'accord, ça je savais pas. Les Byzantins, quant à eux, ont perdu des territoires à force de se concentrer sur l'Est. Bah logique, hein, c'est, Ils ne les récupéreront jamais. alors non seulement ils les récupèrent jamais, mais en plus, i si on remet les choses dans leur contexte, heu, même à l'époque de Justinien, quand Justinien en fait a cherché à reconquérir tout l'Occident, ça a engagé en fait toutes les ressources de l'empire et là si on est en 628, ça fait, j'arrondis à 630, ouais non 6 ou 625, ça fait 40, ça fait 60 ans en gros que c'est 60 ans à peu près plus ou moins après la mort de Justinien et lui avait en fait, vidé les coffres de l'empire parce que enfin tout ça pour reconquérir l'Ouest et encore, autant reconquérir l'Afrique, c'était utile et même reconquérir les îles, c'était utile, heu, pour une sécurité maritime tout ça, enfin surtout l'Afrique, parce que l'Afrique était très riche. Heu, je sais pas à quel point l'Italie était riche à ce moment-là, dans les années 500-600, mais elle avait sûrement perdu de sa superbe. Heu Mais de chercher à conquérir, à tout reconquérir comme ça, enfin peut-être qu'il aurait pu développer aussi enfin s'attacher à développer l'empire qu'il avait déjà, hein, j'en sais rien, ça aurait été intéressant. Au Mais sud, bon, vous savez, hein, dans Europa Universalis 4 par exemple, moi j'en ai fait expérience encore, là, il y a quelques mois. Vous pouvez très bien être un bloc et vous en fait, vous tombez sur des blocs. Bah, c'est avec l'Empire romain d'ailleurs justement, cette expérience que j'ai eue.
avec les Fatimides, je crois. Je crois que c'est les Fatimides et en gros, bah, moi, j'ai fini par être un bloc, pas par blober, mais par être un bloc, par atteindre, mon maximum de potentiel, militaire et même économique, heu et puis les des ça fait qu'il y a des rivaux qui sont en face, qui font pareil, qui sont dans la même situation et le truc, c'est que, bah, soit vous foncez dedans soit vous foncez sur l'ennemi pour essayer de lui, bah, de lui casser la gueule plus vite que lui va vous casser la gueule, soit vous essayez de verticaliser encore plus, mais bon, c'est voilà quoi. Ils ne les récupéreront jamais. Bah, Justinien, lui, il a essayé de casser la gueule, à ce qu'il y avait à l'ouest et puis, voilà. Au sud de ces deux empires se trouvent deux royaumes tampons avec l'Arabie. Les Ghassanides, alliés aux Byzantins et composés de Melkites, des chrétiens Mmh. chalcédoniens, et les Lakhmides, alliés aux Perses, qui sont chrétiens nestoriens. D'accord. Ah, les 2 groupes sont Par chrétiens, son tiens, c'est voisinage et ses influences, l'Arabie pré-islamique connaît une forte pénétration du monothéisme avant l'avènement du prophète. attends, je L'Arabie suis pas prêt pour, pré-islamique connaît une forte pénétration du monothéisme avant l'avènement du prophète. d'accord, De nombreuses communautés chrétiennes et juives y vivent, tandis que le polythéisme, dont les dernières traces retrouvées datent du 5e siècle, semble d'accord. avoir périclité. Donc en fait, finalement, on s c'est intéressant. Donc le monde, même le enfin, je sais pas si c'est tout le monde arabe qui est comme ça à cette époque-là, mais ça côtoie déjà, ça côtoie, heu, ça côtoie déjà un certain monde chrétien, chrétien et juif, implanté. Oui d'ailleurs, même les juifs, j'ai vu que, où est-ce que c'était? C'était du côté je crois que c'est le l'Éthiopie. Je crois que c'est l'Éthiopie au Moyen Âge. Il me semble que c'est Hérodote.net ou un truc comme ça qui a fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, qui montre que, au Moyen Âge, l'Éthiopie a été influencée, elle, enfin, elle s'est christianisée, ce qu'elle était pas au départ. L'Éthiopie s'est christianisée et heu et l'Arabie par opposition, je sais pas si c'est vraiment ça, mais eux, à un moment, enfin, dans certaines parties, ont eu une influence, plus juive que chrétienne, je crois. Mais après, je dis peut-être des conneries, hein, c'est Malgré quelques pèlerinages encore existants, relevant plus de la tradition que de la foi. d'accord. Ah, les traditions. Les fameuses traditions qu'on a du mal à abolir, enfin qu'on a du mal à dont on a du mal à se séparer, quoi, c'est bref. Réécrivant son histoire, la tradition musulmane a donné comme nom à cette période pré-islamique la Jahiliya, âge de l'ignorance, Oh afin là, de d'accord. démontrer la rupture que constitue l'avènement de la nouvelle religion avec un passé tribal, polythéiste et barbare. Ouais, mais est-ce qu'ils étaient plus tribaux après? Enfin, je sais pas du tout. Le temps que tout ça se mette en place, que la sauce prenne, Conception évidemment à tempérer. ah oui, conception intempérée, Polythéiste oui, oui, voilà, c'est ça, c'est conception intempérée, donc ça veut dire, bon, il y a peut-être des parties où c'est vrai, puis, bon, d'autres parties, je sais pas. et J'en barbare. sais rien, franchement. Conception évidemment à tempérer. C'est dans ce OK, contexte que naît en 570 à La Mecque, Mahomet. OK. Après la mort de son père, il est recueilli par son oncle paternel, chef du clan Hachim, et entame une carrière de commerçant qui le fait voyager dans la péninsule et jusqu'en Syrie. Alors juste avant de parler de ça, hem, enfin avant de le laisser développer, hem, Mahomet, bah, lui il a pris le choix enfin il a choisi de l'appeler Mahomet, bah, Mahomet, Mohamed, bref. Hem, comment dire? On entend vraiment parler de tout et de rien sur lui. C'est comme Jésus quand les gens vont dire: «Ouais, mais Jésus, il a existé» ou d'autres: «Ouais, Jésus, il a pas existé» ou j'ai l'impression que chacun se fait sa propre version des faits et que alors c'est pas facile, c'est pas toujours facile d'obtenir des traces, notamment des traces écrites, heu, des témoignages, des trucs comme ça. Bah, les témoignages, se retrouvent, souvent par écrit, mais c'est pas, enfin si, Mahomet, il y en a qui disent: «Ouais, il a jamais existé», d'autres qui disent: «Non, mais il était complètement différent de ce que les musulmans croient», d'autres qui vont dire: «Bah, musulman ou pas musulman, non, mais il était, j'en sais rien, j'en sais rien». Après la mort de son père, il est recueilli par son oncle paternel, chef du clan Hachim, et entame une carrière de commerçant qui le fait voyager dans la péninsule et jusqu'en Syrie. Jusqu'en Syrie quand même, le mec, si c'est avéré ça, le mec a voyagé loin, hein.
Le mec a voyagé loin, hein. C'est purée. À 25 ans, il épouse Khadija, une riche Ah veuve, déjà. ce qui lui permet d'asseoir son statut social. Ah oui d'accord, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il avait ah bah, c'est Macron. C'est Macron en fait. Mahomet c'est Macron, c'est le mec il épouse une plus vieille que lui et il prend le pouvoir, tu vois? Voilà, c'est non je déconne, je déconne. Mais bon, c'est, ouais, c'est amusant quoi. Je sais pas, mais il me semble que ça fait un peu comme Macron avec, la Brigitte là. Il me semble que qu'elle avait genre, 15 ou 20 ans de plus, de ce que j'avais appris. Bah, après je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est, alors monsieur aime les cougars, est-ce que vous aussi vous êtes, musulman et vous aimez les cougars? C'est non je le débat tiens, le débat, bah, Fada React, hein, voilà, c'est est-ce que vous êtes, est-ce que vous aimez les cougars et est-ce que aimer les cougars et être musulman, c'est compatible? On sait pas, est-ce que c'est Il est riche et respecté dans la tribu Quraysh. OK. Le tournant a lieu Ah vers oui d'accord. 610. Ah oui Respecté donc dans la tribu le mec, donc il est commerçant, il est jeune, il est beau, je sais pas, enfin j'en sais rien, peut-être moche. Il est jeune, il a tout pour plaire, il est riche, il a du statut social, avec sa femme, enfin il se marie à une veuve, alors ça c'était courant comme pratique là de vraie question, est-ce que c'était courant à cette époque-là en Arabie et même, au Levant, enfin en Orient, enfin au Moyen-Orient? Est-ce que c'était courant de se pour des jeunes gens de se marier à des veuves, heu, pour le statut social ou je sais pas, enfin, j'y connais rien. Quraysh. Le tournant a lieu vers 610. Ah! Donc il aurait 40 ans à peu près. Alors qu'il part réfléchir et méditer dans les montagnes entourant la Mecque, une voix, assimilée à celle de l'archange Gabriel, lui transmet la parole de Dieu. Après, comment il peut savoir que c'est alors ça me tue à chaque fois, hein. Ça me tue même dans la Bible ou dans enfin la Bible, je sais même plus comment ça en parle de des apparitions d'anges, mais comment les gens ils peuvent enfin, te tu en gros, t'entends une voix et tu te dis, bah, il s'appelle Patou, il s'appelle, j'en sais rien, il s'appelle, Gustave, mais comment tu sais qu'il s'appelle Gustave? C Il t'a dit que le machin là, qui s'appelait Gustave? Enfin, c'est sûr que c'est pas une voix dans ta tête ou enfin, j'en sais rien encore une fois, c'est je sais pas du tout, est-ce que, Gabriel, enfin l'ange ou l'archange Gabriel vient et dit, «Salut, moi c'est Gabriel, bon j'ai un message à te passer», est-ce que ça fonctionne comme un répondeur? Est-ce que Assimilée à celle de l'archange Gabriel, lui transmet la parole de Dieu. Après avoir cru perdre la raison, Mahomet accepte sa mission prophétique. Et parce que j'aime beaucoup le comment c'est représenté avec, là après avoir cru perdre la le choix des images. Je trouve ça vachement bien enfin c'est super intelligent de la part de du mec qui fait Question de l'Histoire. Encore une fois, ça me saoule de plus trouver son prénom. C'est plus simple de qualifier, une personne par son prénom, mais, je suis un homme simple. Quand je tombe sur une nouvelle vidéo de Question d'Histoire, je like et je prends plaisir à regarder la vidéo. Ouais, complètement. Complètement. Complètement, complètement. On pourra lire les commentaires après, hein, il y a pas raison, de Mahomet accepte sa mission prophétique et commence à transmettre la révélation aux Mécois, les anges d'accord, alors c'est, un homme avec des cheveux longs, avec, des ailes et des écailles, on dirait des é oh nou c'est des plumes ou je sais pas, c'est trop bizarre. D'accord. Dans un vêtement de meuf là, qu'est-ce que tu fais là? joignant de respecter la parole divine et de prier Allah pour Après la quelque part, il paraît que les anges sont, enfin ils ont pas de sexe, alors est-ce qu'ils sont androgynes? Est-ce qu'ils sont sans sexe? Est-ce que ça existe les anges? J'en sais rien, mais bon. révélation aux Mécois, les enjoignant de respecter la parole divine et de prier Allah, nom donné à Dieu. Alors après c'est vrai que en arabe, Allah c'est le nom, qu'on donne, comme ça pour parler de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu? Va expliquer Dieu déjà, mais ouais, enfin c'est juste le nom arabe pour le nous ce qu'on en français ce qu'on appelle Dieu quoi, c'est et OK. Ses proches adhèrent au message, notamment sa femme et son cousin Ali, mais aussi des membres éminents d'autres clans, comme Abu Bakr, du clan Taym, ou Othman, du Othman, plus puissant d'accord. clan des Quraysh, Ah je confonds les Othman et Oumayya. Osman. Alors attendez,
Mais en fait, pourquoi ils se sont convertis? Ça, ce sera aussi intéressant. Est-ce qu'ils se sont convertis pour, vu que qu'il était respecté et tout, est-ce qu'ils se sont dit: «Ouh là, le mec, il» en fait, soit ils se sont dit, «Bah, OK, tout ça, ce qu'il dit, c'est très bien, on est d'accord, c'est rempli de sens et je sais pas», enfin, ou alors ils se sont dit, «Oh là mec, tu vrilles un peu là, tu nous fais peur quoi». C'est et son cousin Ali, OK, on va se convertir pour te faire plaisir. J'en sais rien, peut-être que c'est un mélange des 2. mais aussi des membres éminents d'autres clans, comme Abou Bakr, C'est ça qui est compliqué, c'est une personne qui reçoit une vision. Ah bah, déjà, tu peux pas dire que la personne n'a pas eu de vision parce que, bah, tu pas à sa place. Et mais après, c'est que toi, quand tu écoutes la personne, bah, que tu acceptes ou pas, on s'en fout, mais c'est juste que tu vis pas la même chose, donc c'est compliqué quoi de du mêler clan les 2 Taym, bouts. ou Othman, du plus puissant clan des Quraysh, les D'accord. Oumayas. Les convertis augmentent Les Oumayas, est-ce que c'est pas ce nom-là qui donne après les Omeyyades? Qui je crois est une dynastie de il me semble être une dynastie de de l'empire arabe, je sais pas, dans les premiers siècles? Je sais plus le nom exactement. Enfin, je sais pas si c'est les Omeyyades ou si c'est autre chose, mais, attendez, je vérifie un truc. Heu, ouais, d'accord. Attendez, c'est là? Ah voilà, gestionnaire de non, c'est pas là? Putain, je suis en train de me gourer complètement sur le et moi et la technique, c'est c'est compliqué, hein. Hem, bon, je sais pas où est-ce que je peux voir ça. Non, je sais pas où est-ce que je peux voir ça. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. peu à peu, ce qui inquiète le pouvoir mécois, pour plusieurs raisons. Reconnaître en Mahomet un messager de Dieu lui conférerait un statut trop puissant dans la cité. Il supplanterait alors D'accord. tous les autres chefs de clan. De Oh non, je vois venir le truc. Il y a des rivalités, puis ils vont commencer à se bouffer entre eux et dire, non, c'est moi le chef, non, c'est moi». J'en sais rien. statut trop puissant dans la cité. Il supplanterait alors tous les autres chefs de clan. Être calife à la place du De calife. plus, la Mecque est un lieu de foire et de pèlerinage, Bah voilà, c'est jamais mieux tombé que dans cette émission-là, enfin, avec, qui parle d'islam. Être calife à la place du calife. supplanterait alors tous les autres chefs de clan. De plus, la Mecque est un lieu de foire et de pèlerinage qui draine d'importants revenus. Un sanctuaire Mmh. abritant une mystérieuse pierre noire attire les foules, la Kaaba. Alors ça existe déjà à cette époque-là, en fait? Ça, ce serait une tradition d'avant l'islam? Heu, lieu de pèlerinage avant l'islam? Mahomet perd ses D'accord. soutiens lorsque son oncle et sa femme meurent. Oh merde! Ouais, bah, ouais, logique, hein, logique, le mec il a 40 ans ou plus, presque 50 ans peut-être et sa femme devait peut-être avoir 20 ans de plus que lui donc et son oncle aussi qui meurt, bah, normal, hein, l'âge, hein. Le nouveau chef du clan Hachim lui retire sa protection. Oh Mahomet craint là! désormais pour sa vie. Après une tentative d'installation infructueuse dans un village proche, il s'entend avec les habitants de Yatrib, en réglant un différend qui oppose deux clans. Alors Yatrib, c'était une ville, importante je crois de la région. Heu, je sais pas quoi c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, ah oui, juillet 622. Donc ouais, là, il a 50 ans à peu près. Donc en effet, je pense que là, il est ouais, c'est compliqué, quoi. Putain, comment le mec, il arrive à traverser, 10 ans comme ça, au départ, il parle de ce qu'il a vu ou entendu ou je sais pas, à ses proches et puis, ils acceptent ça, plus ou moins, enfin, on sait pas, on n'a pas d'interview de l'époque, hein, mais l'INA, ça n'existait pas à l'époque et et après il perd, ses soutiens et putain chaud le mec. En juillet 622, Mahomet et ses partisans s'installent à Yatrib, plus connu sous le nom de Médine, Mais il a quand même des la ville du partisans? prophète. C'est l'égir, D'accord. l'émigration, l'exil, le point de Ouh dé... là, d'accord, d'accord. Ruprure? Je crois que c'est rupture. Ouais, ça c'est une faute de frappe. Tiens, bah, voilà, je vois une petite faute de frappe, voilà, c'est tout. départ du La rupture. calendrier musulman. La rupture est D'accord. importante. C'est un nouveau temps qui s'ouvre, et le fonctionnement clanique, fondé sur les liens du sang, est remplacé par un modèle communautaire, fondé sur la croyance et l'appartenance. D'accord. En fait, quelque part, il cherche un modèle plus juste que les clans. Parce que c'est vrai que les clans, c'est arbitraire.
bon gré, mal gré, tu de notre sang, on t'accueille, tu pas de notre sang, bah, tu dégages. Espèce de métèque, non bref. Mais, ouais, c'est pas, ça doit être particulier comme contexte et je suppose je suppose que, le gars s'est dit, «Ouais, j'ai plus envie de relations d'égal à égal» ou, enfin j'en sais rien, peut-être que ça c'est moi qui suppose ça, mais peut-être que c'est pas ça du tout et parce que en tout cas c'est ce que moi c'est vous savez quoi? C'est aussi je suis aussi, ce que je pense est aussi biaisé à cause de l'image, hein. L'image, je sais pas de quand elle date, quand est-ce qu'elle a été, je sais pas si c'est un je sais pas exactement ce que c'est. Je peux pas appeler ça une peint enfin je sais pas si c'est une peinture, est-ce que c'est, mais, c'est ça qui biaise aussi ma façon de penser là. À côté des Muhadjiroun, les expatriés Ouh. mécois qui ont suivi Mahomet, apparaissent les nouveaux convertis médinois, les Ansar, les auxiliaires du prophète. De nouveaux liens de solidarité se mettent en place. La constitution de Médine pose par écrit les droits et devoirs de chacun. Ouais, attendez, attendez, Par attendez. les auxiliaires qui ont suivi Mahomet, apparaissent les nouveaux convertis médinois, les Ansar, les auxiliaires du prophète. De nouveaux liens de solidarité se mettent en place. La constitution de Médine pose par écrit les droits et devoirs de chacun. D'accord. Ouais, donc quelque part en fait ils veulent faire un truc démocratique quoi, c'est le République démocratique de Médine. La communauté de croyants est unie dans l'Oumma, solidarité religieuse affranchie des liens du sang, et chacun peut l'intégrer par son adhésion. D'accord. Ah putain, c'est intéressant! C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui souvent, alors c'est pas le cas de tous les musulmans je pense, enfin je connais pas de musulmans spécialement dans ma vie de enfin je connais déjà personne dans ma vie de tous les jours donc voilà, faut pas mais je veux dire, je trouve que, beaucoup de enfin je sais pas si c'est un grand nombre de musulmans, mais certaines personnes en tout cas qui vont être, aficionados, de la religion islamique vont se dire: «Ouais, mais alors, l'Oumma, alors moi j'en fais partie, mais toi, hors de moi en gros» et quand on remet les choses dans le contexte, c'est, bah, si ton cœur en fait il te prédispose, juste à faire partie de l'Oumma, bah en gros c'est tu le bienvenu quoi, après je sais pas si c'est, que tu sois musulman ou pas, hein, mais, c'est, c'est intéressant encore une fois de revoir, enfin de voir comment, bah, le contexte de l'époque, un monde qui est particulièrement tribal et qui fonctionne sur, quelque chose de particulièrement hiérarchique. C'est ça aussi qui est intéressant parce que souvent, on dit, souvent d'ailleurs le que dans l'islam, il y a pas de clergé ou il y a pas de hiérarchie, il y a pas de strates comme ça et peut-être que ça a à voir justement avec cette fameuse Oumma qui cherchait à rompre avec, un mode, de fonctionnement hiérarchique et avec un système de caste comme on connaît aujourd'hui en France, comme on connaît également en Inde. Hem, peut-être que c'est enfin, je pense que c'est ça et c'est super intéressant, quoi. Même juifs et chrétiens, affranchis des liens du sang, et chacun peut l'intégrer par son adhésion. Même juifs et chrétiens. Et même les juifs et même les chrétiens peuvent y adhérer à l'Oumma, mais c'est magnifique! C'est magnifique l'Oumma! Putain! Tout le monde peut venir, en fait. Enfin, c'est viens comme tu es. C'est là où je dis que c'est là où je dis que dans l'islam, alors peu c'est enfin, chez certains chrétiens, chez beaucoup de chrétiens même, l'islam c'est: «Ah non, c'est la fausse religion, il y a une seule vraie religion, nous on a la vraie foi et vous, vous l'avez pas», bref et et là, de ce que ça suppose, enfin de ce que ça donne, ce côté, bah, en fait, viens comme tu es, en fait. C'est, en gros, on est une seule et même famille, quoi. Et ben, c'est je me dis que le mec, doit vraiment avoir une vraie vision et parce que c'est pareil sur Mahomet, on entend de tout et de rien sur la vision qu'il a eue ou qu'il aurait eue et après le problème c'est toujours ce que les autres enfin ce que ça donne comme tradition et ce que les successeurs font d'un héritage et je me dis ça dévie forcément. C'est, bon enfin
Mais comme quoi, tout le monde peut faire partie de l'Oumma, même juif, chrétien, heu, bah, voilà, hein, c'est comme quoi alors est-ce que la conception c'est pareil, c'est les conceptions évoluent avec le temps. Est-ce que l'Oumma, est toujours la même aujourd'hui? Enfin, est-ce que le principe de l'Oumma est toujours respecté aujourd'hui, parmi les croyants musulmans? Est-ce que je sais pas, je sais pas. Mais Durant cette en tout cas, ça c'est ça c'est beau quoi. Ça c'est noble de voir, un en gros un groupe égalitaire, équitaire même, enfin, avec de l'équité quoi, heu, auquel chacun peut s'identifier quelque part et où il y a pas de: «Non mais moi je suis musulman» ou «Moi je suis juif» ou «Moi je suis chrétien et donc on se parle pas, on n'est pas pareil, on n'est pas», non, il y a des traditions qui sont différentes et donc encore une fois, faut remettre les choses dans le contexte. L'Arabie est, imprégnée à cette époque-là donc de ou en tout cas elle a des influences juives et chrétiennes. Genre vraiment, je sais pas dans quelle proportion, mais comme quoi ça semble plutôt installé et de voir que justement, il y a ce côté: «Beh les gars en fait on est tous ensemble en fait, on est une même famille et on est, puis même aujourd'hui, ce serait même, bah, écoute, tu es athée, mais bienvenue quoi, sois le bienvenu quoi. C'est ou sans religion ou, comment on dit? Agnostique ou, enfin peu importe quoi, c'est viens, on va bouffer ensemble et puis, on va échanger de sur la vie, on va enfin voilà, on va prendre des trucs, période, je suppose, Mahomet hein. consolide son autorité religieuse et politique. Sa maison et sa D'accord, mosquée, centrale à Médine, deviennent les nouveaux lieux de pouvoir. Il codifie certaines pratiques sociales, comme le mariage, l'adultère, la consommation d'alcool ou les jeux de hasard, afin de garantir un bon ordre moral. d'accord. Donc je suppose en fait que le mec se sent dépositaire de enfin c'est lui qui a eu cette vision-là donc, forcément après il enseigne et parce que je suppose initialement les mosquées sont des lieux de pareil, des lieux d'enseignement peut-être? Comme le sont les synagogues pour les juifs, bah, que c'est des lieux d'enseignement pour, essayer de comprendre en fait, de quoi la vie est faite et puis, bah, comment essayer de se dépatouiller dans tout ça qu'est-ce que je voulais dire? Et quand même, on voit que, le côté politique, le côté, «Ah, le mec il commence à avoir du pouvoir et tout», ah c'est pas très loin, hein, c'est le mec c'est Moïse bis, quoi. Il développe les rites de la nouvelle religion, grâce à des versets récités, qui donneront le Coran, fixé par D'accord. écrit sous ses Récitation. successeurs. Récitation, c'est très intéressant ça, le Coran, ça veut dire récitation. Heu, ce qui me fait penser pour ce qui était de la Torah, c'est pas le cas pour les évangiles, mais pour ce qui est de la Torah, heu, comment dire? La Torah, les juifs alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais souvent, les juifs c'est super long, hein, la Torah et puis même les les autres écrits, des Hébreux. Heu, comment dire? C'est tellement long et c'est pas facile de retenir ça comme ça, c'est bon. Les juifs ont mis au point un système, de récitation, enfin en gros ils c'est pas qu'ils répètent, mais ils c'est un peu comme de la poésie, enfin ils font je sais pas comment expliquer ça, mais c'est en tout cas, je sais que c'est ils ont développé des moyens mnémotechniques pour retenir, en fait, la lettre. Mais le problème, c'est qu'ils s'attachent plus à la lettre qu'à l'esprit derrière la lettre enfin, peut-être qu'ils s'attachent aussi à l'esprit derrière la lettre, c'est très bien aussi, mais enfin, c'est mieux. Mais certains, enfin, en tout cas, ils ont développé ça, d'une façon, ouais, un peu comme s'ils apprenaient une poésie, puis voilà, quoi, mais c'est plus, faire travailler le mental que faire travailler enfin, que de laisser travailler l'esprit en fait, enfin l'esprit de l'homme quoi. Enfin l'esprit Inspiré des en autres l'homme, enfin religions, bref. comme le judaïsme, le christianisme ou le zoroastrisme, un ensemble de pratiques est instauré. Le D'accord. jeûne, l'aumône ou les prières, fixées à 5 par jour, en direction de Jérusalem. Oh putain! Ah au départ c'est pas en direction de la Mecque, c'est en direction de Jérusalem. Oh putain! Donc en gros si vous voulez être un vrai musulman,
bah, vous priez en direction de Jérusalem. Après, quand vous êtes en France, Jérusalem, la Mecque, est-ce que ça varie vraiment, d'angle, Non, je sais pas, hein, c'est mais bon, c'est, hem, qu'est-ce que je voulais dire? Après, je pense que c'est pas le plus important, le enfin, en direction de Jérusalem, ça c'est, je pense que c'est surtout une question de compréhension, ce genre de choses. C'est comme quand les chrétiens, ils vont, dans les prières, enfin, je sais pas si vous qui me regardez, vous connaissez vraiment ça, mais il y a des beaucoup de chrétiens, notamment modernes, on va dire, quand ils vont prier oralement ou je sais pas, ils vont sortir des trucs du genre, «Au nom de Jésus», je sais pas, «Qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela». Mais, et peut-être que pour certains ça marche, mais, c'est je pense que c'est surtout une question de compréhension et que c'est pas toujours fait de la façon dont on devrait comprendre les choses. Après c'est peut-être que je me trompe, hein, en disant ça, enfin, c'est qu'il y a tellement de en fait, dans les religions, même dans la spiritualité, il y a tellement d'interprétations et c'est particulier, hein, c'est De cette façon, Mahomet tente sans doute d'emporter l'adhésion des 3 communautés juives de Médine, mais le peu d'enthousiasme face à la nouvelle d'accord. religion le pousse à changer la direction de la prière rapidement. Désormais, les croyants prieront en direction de la Kaaba. Oh d'accord! Par contre là, c'est 628. Là, c'est l'année 628. Mais à cette époque-là, Mahomet, il est mort. Il est mort, Mahomet. Il est mort en 628. Attendez, je vais taper Mahomet. Mahomet. Ah non, il meurt en 632. OK, OK, OK. Ah oui, donc c'est vraiment sous sa direction que les gens, enfin que les premiers musulmans se mettent à prier en direction de la Kaaba. Waouh, putain, ça commence déjà à ça commence déjà à partir en sucette, quoi, c'est La bon prière après pourquoi communautaire, pas, hein, pourquoi pas, c'est si c'est, mais après je pense que c'est je me dis que, le mec a dû vraiment avoir un message spirituel, initialement, mais que, pris peut-être dans des luttes de pouvoir, peut-être que ça l'a corrompu. Allez savoir. Eh, c'est pas une offense à l'islam ou, si jamais vous êtes musulman ou quoi, c'est pas une offense, hein. Heu, Faut pas idolâtrer, une personne, hein et regardez chez les juifs, c'était Salomon. Salomon, il a commencé à régner, tout bien, enfin, il faisait ce qu'il fallait, enfin, en gros, je sais pas comment on dit, approuvé de Dieu ou enfin bref et puis après il est allé voir, enfin, il a collectionné les meufs, je sais pas s'il a dilapidé son argent, est-ce que enfin, bon, voilà quoi, c'est eh oui, hein, on peut vriller, on peut tous vriller, à un moment ou à un autre, hein, c'est pas ça arrive, hein, c'est est fixé le vendredi, jour du marché des Juifs de Médine. d'accord. Parallèlement à ses aspects religieux, Mahomet doit asseoir son autorité et venger l'affront que lui ont infligé les Mécois en le chassant. Oh là, d'accord! Mais là, en fait, ça par contre, ça c'est pas spirituel, en fait, de vouloir se venger de enfin c'est pas, comment dire? Ça c'est je pense que c'est une grosse connerie de chercher à prendre une revanche sur, quelqu'un ou sur quelque chose. Je pense que c'est une sacrée connerie, quoi. Il y a une double volonté. Convertir les Mécois, même par la force, permettrait la reconnaissance de son statut de prophète, Même par la force, hein. condition sine qua non à son autre grand dessein, la diffusion de l'islam. Mais si c'est par la force dans ce cas-là, c'est pas, dans ce cas-là, si c'est vouloir, convertir par la force, il est plus, dans la lignée des prophètes, juifs, chrétiens, enfin c'est la même chose, mais heu, c'est plus la même, ouais, il part en vrille décidément. Trop faible militairement, il commence par attaquer les caravanes. Oh là En d'accord! Il joue à Bannerlord le mec. Il joue à Mountain Blade Bannerlord. Il attaque les caravanes, il attaque les convois, il essaie de faire sa propre non mais c'est Bannerlord le machin. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça me donne envie de faire un gameplay sur Mountain Blade 2 Bannerlord. On va faire un gameplay là-dessus et on va faire un prophète, le prophète Mohamed, Mohamed 2 tiens tant qu'à faire, mais bref et ça peut être marrant. Franchement, ça peut être marrant. C'est encore une fois, si jamais vous êtes musulman, n'y voyez pas d'offense. Moi, je suis juste là pour, bah, pour m'amuser. Il y a pas de
Et pas de jugement de valeur, rien, c'est bon, hein, enfin je pense qu'il faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça, quoi, c'est 623, la bataille pas de besoin de bosser Badr à la NASA, hein, est un tournant. Les Médinois l'emportent face à une d'accord, armée mécoise 3 fois plus importante. pas Le d'accord. prestige de Mahomet en sort grandi, mais une série de revers le fragilise. Après une défaite à Uhud, il se retourne contre 2 des 3 tribus juives de Médine, qui sont Ouh expulsées. là! La catastrophe est évitée de peu en 626 devant Médine. Les Médinois doivent leur salut à une tranchée C'est compliqué, hein, quand même. Oh, c'est compliqué le contexte. On sent que on sent que ça se précipite, on sent que enfin, c'est le rythme aussi. Enfin, faut bien avancer dans le sujet, mais ouah, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Je pensais pas que je vois le truc, le passage par ici où le mec, enfin, qui fait, l'émission dit, «Ouais, bah, il a une révélation et tout, puis, les gens se convertissent, donc tout va bien, tout est beau, tout est enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes», quoi, on va dire, pour citer Voltaire. Mais, mais de voir que là, ça dérape, est ouf! évitée de peu en 626 devant Médine. Les Médinois doivent leur salut à une tranchée creusée devant la ville, que les armées mécoises, majoritairement composées de cavaliers, ne parviennent pas à franchir. D'accord. Ah ouais, ah ouais, Mahomet durcit d'accord. le ton et massacre 600 juifs médinois, qui se sont alliés aux Quraysh mécois. Ouf! Alors là, c'est vraiment le move à pas faire, quoi. On va te traiter de comment c'est là? Antisémite ou non, bon. Dans un premier temps accepté dans l'Oumma, en échange d'un soutien militaire et du paiement d'un impôt, juifs et chrétiens en sont définitivement exclus, sous prétexte d'avoir altéré la parole divine. Oh la vache! Alors que c'est lui qui part en vrille, c'est Mahomet qui part en vrille et après il dit: «Ouais, non, mais finalement, j'ai plus envie de vous, parce que vous êtes des tocards oh la vache! Oh la vache! Oh comment le mec, ça par contre, ça typiquement c'est l'ego, hein. Ça avait l'air de bien partir, mais, le mec a ouh là là! Juifs et chrétiens en sont définitivement exclus, sous prétexte d'avoir altéré la parole divine. Désormais, Ah parce que lui, il a peut-être pas altéré la parole divine en tuant tout le monde là? Ouf! l'islam est le seul vrai monothéisme, et sa communauté de croyants, le nouveau peuple élu. Ah oui d'accord, donc ouais, on voit que vraiment le mec, je suppose qu'il a eu la grosse tête et puis qu'il s'est dit, «Ouais, je vais m'imposer par la force», quoi. L'avidité, la cupidité, la volonté de s'accaparer le pouvoir peut-être. Bah, je sais pas. C'est dommage, hein. C'est dommage, il aurait pu vivre en paix avec tout le monde. Le mec a décidé de foutre le dawa, tiens. Après la bataille du Fossé, les 2 camps cherchent des alliés dans la péninsule. Des expéditions permettent de D'accord. maîtriser les réseaux commerciaux mécois, tandis que la diplomatie de Mahomet fonctionne à merveille. Plusieurs tribus se convertissent. Ah oui d'accord, le mec, a fait tellement de ouais, il expulse, il tue et puis, les gens autour, «Convertissez-vous ou mourrez». Finalement, c'est pas une légende urbaine ça? La J'en Mecque sais est rien. peu à peu encerclée. Les élites Quraysh, comprenant que ce conflit peut les ruiner, commencent à se convertir. En 629, lorsque Mahomet C'est pas bon pour le commerce, hein. Attendez. Ah ça commence à me gratte le nez. C'est pas bon pour le commerce, hein, d'avoir des conflits comme ça. Bah, je les comprends, hein, franchement, qu'est-ce que vous voulez? C'est humain, hein, c'est pas ruiné, commence à se convertir. En 629, lorsque Mahomet se rend à la Mecque en pèlerinage avec son armée, la ville se rend immédiatement, et la quasi-totalité de la population se convertit, d'accord. rassurée par la clémence et la générosité du prophète. Les quelques poches de résistance sont écrasées les années suivantes, tandis que des délégations sont envoyées dans la péninsule afin que les tribus reconnaissent Mahomet. D'accord. Oh là là. Mais en fait, c'est con parce qu'un vrai prophète, enfin un vrai prophète, en tout cas, encore une fois, dans la tradition, juive et dans la tradition chrétienne qui fait que compléter la tradition juive,
Les prophètes ne cherchaient pas à être reconnus par les autres comme prophètes, justement. Heu, dans l'esprit, comment dire? Je vais pas dire dans l'esprit juif ou l'esprit chrétien, ça veut rien dire, mais dans l'esprit, l'esprit de Dieu, s'il faut l'appeler, comme ça, un prophète cherche pas à être reconnu par les hommes comme prophète. C'est un prophète sait qu'il est prophète et heu et souvent méprisé, comment dire? Et il cherche pas à convertir comme ça, il cherche pas à convertir, il cherche pas en tout cas à convertir par la force, enfin non, il cherche même pas à convertir, un prophète en principe, il a un message et puis, il le diffuse, mais, enfin il le diffuse à qui veut l'entendre, mais il cherche pas à enfin ouais, je pas la même, c'est pas la même, fonctionnalité on va dire, c'est pas la même, Plusieurs acceptent la conversion et lui payent un tribut en gage de soumission. ouf, ça fait du monde, hein. La péninsule est presque totalement unifiée sous cette nouvelle religion. Plusieurs La raisons expliquent ce vache! succès. L'organisation stricte et la motivation supérieure des troupes, galvanisées par cette nouvelle foi, la personnalité charismatique de Mahomet, marquée par son sens de la diplomatie et son talent militaire, mais aussi l'idée d'une nouvelle fraternité entre croyants, bousculant les liens tribaux et cristallisant un sentiment diffus, celui Ça, d'appartenir c'est à une intéressant. même communauté arabe. Enfin, les 2 parties sont intéressantes. D'abord le côté, enfin sur Mahomet en fait, Mahomet je me dis: «Mais en fait on connaît rien de lui quoi». Ce serait intéressant de pourquoi pas de enfin moi ça m'intéresse d'en apprendre plus sur lui, j'avoue, sur sa vie. Mais pas avoir un seul son de cloche parce que chacun en fait finalement se fait sa version ou a sa propre vision de telle ou telle personne. C'est comme je disais à Jésus, c'est pareil, hein, les gens ont tous, leur vision, différente de enfin, telle ou telle personne ou Bouddha, on peut citer n'importe qui, hein, c'est n'importe qui de connu, chacun va y voir des choses différentes, quoi et donc Mahomet, ouais, il y a un côté assez, enfin, en même temps, c'est pas un contemporain, hein, ça fait 1 400 ans, quoi. Voilà, ça fait 1 400 ans que presque qu'il est mort et heu pour ce qui est de qu'est-ce qu'il Mais disait aussi après? l'idée d'une nouvelle fraternité entre croyants. Ah oui, de ce côté-là, c'est super intéressant, mais putain, ça partait tellement bien! Ça partait tellement bien, il a niqué la game. Il a niqué la game, il a exclu les juifs et les juifs et les chrétiens de l'Oumma. Ah décidément. Je pensais même pas que je pensais que c'était ses successeurs qui avaient fait ça, mais en fait pas du tout. C'est le mec qui s'est dit: «Ouais non finalement on est un peu trop de monde». Bousculant les liens tribaux et cristallisant un sentiment diffus, celui d'appartenir à une même communauté arabe. C'est vraiment intéressant quoi. La mort de Mahomet en 632 provoque des dissensions quant à sa succession. Aux Muadjilun, les premiers convertis, et aux Ansar, D'accord. les convertis Ah oui, médinois, s'ajoute désormais l'élite de la tribu Quraysh dans la prise de décision, qui, usant de son médinois, s'ajoute désormais l'élite de la tribu Quraysh dans la prise de décision, qui, usant de son expérience dans l'administration et le commerce, ouais. prend de plus en plus de pouvoir. Voilà d'accord. Ça va se terminer en bain de sang tout ça, hein, c'est parce que là entre les premiers convertis, les convertis de Médine, quand est-ce que ça a commencé à attendez, quand est-ce que ça a commencé à vriller? Et son cousin Ali, mais aussi des membres éminents d'autres clans, Là, il comme convertit Abu du Bakr, monde, du clan Taym, ou Othman, enfin du très il convertit ses proches. puissant clan des Quraysh, les Umayyads. Les convertis augmentent peu à peu, ce Ouais. qui inquiète le pouvoir mécois, pour plusieurs raisons. Reconnaître en Mahomet un messager de Dieu lui conférerait un statut trop puissant dans la cité. Il supplanterait alors tous les autres chefs de clan. De plus, Oh bel genre, tout de suite, la Mecque est un lieu de foire et de pèlerinage qui draine d'importants revenus. Un sanctuaire abritant une mystérieuse pierre noire attire les foules, la Kaaba. En fait, les mecs avaient peur de perdre leurs acquis, bah, du fait de l'influence croissante de Mahomet dans la région. Mahomet perd ses soutiens À ce moment-là, pour lui, ça va à peu près, hein, il est pas encore parti en vrille. lorsque son oncle et sa femme meurent. Le nouveau chef du Par contre, ça a dû le je sais pas si ça l'a
Je sais pas si ça a vraiment amélioré sa santé mentale ça, mais Quand Hachim lui retire sa protection. Mahomet craint désormais pour sa vie. Après une tentative d'installation infructueuse dans un village proche, il s'entend avec les habitants de Yatrib, en réglant un différend qui oppose deux clans. donc il va à Yatrib et après il va à Médine? En juillet 622, Jusqu'ici ça a l'air d'aller. Mahomet et ses partisans s'installent à Yatrib, plus connu sous le nom de Médine, Ah mais Yatrib c'est Médine en fait, je suis bête. Je suis bête. la ville du prophète. C'est D'accord, l'hégire, d'accord. l'émigration, l'exil, le point de départ du calendrier musulman. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que qu'il commence à vraiment partir en vrille, quoi. La rupture est importante. C'est un nouveau temps qui s'ouvre, et le fonctionnement Désolé si je suis revenu un petit peu en arrière, j'essaie vraiment de comprendre le truc. clanique, fondé sur les liens du sang, est remplacé par un modèle communautaire, fondé sur la croyance et l'appartenance. Ça pourtant c'est une bonne chose. À côté des Muhadjiroun, les expatriés mécois qui ont suivi Mahomet, apparaissent les nouveaux convertis médinois, J'essaie de les comprendre, hein, vraiment. Ansar, les auxiliaires du prophète. De nouveaux liens de solidarité se mettent en place. La constitution de Médine pose par écrit les droits et devoirs de chacun. Jusqu'ici ça a l'air d'aller. La communauté de croyants est unie dans l'Oumma, solidarité religieuse affranchie des liens du sang, et chacun peut l'intégrer par son ouais. adhésion, même juif et chrétien. Et durant cette période, il consolide son autorité religieuse et politique. Ouais, en soi, y a rien de mal. Durant cette période, centrale à Médine, deviennent les nouveaux lieux de pouvoir, la consommation Ok. d'alcool ou les jeux de hasard. Est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là, quand il cherche c'est peut-être à partir de ce moment-là, quand il cherche du fait que, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec a reçu une vision, enfin, a priori, hein. Heu, il fait des convertis, ça fait peur aux autorités locales, il est dégagé, il s'installe dans une autre ville, il fait du bien, enfin voilà, il règle un conflit, indifférent et puis, il devient une autorité locale, d'accord. Heu comment dire? Donc il gagne du pouvoir, en fait. Enfin, il gagne une autorité, mais, avec l'autorité vient aussi le pouvoir, hein, quelque part et enfin les moyens, en fait, d'appliquer l'autorité, si je puis dire et hem et à partir de là, il commence à tout codifier. Ah, c'est compliqué, hein! Ah! C'est compliqué aussi parce que justement, c'est vraiment compliqué parce que le ça fait un peu comme avec Moïse, hein, chez les Juifs. Finalement, il y a ça fait qu'il y a pas de séparation entre le spirituel, religieux et puis la vie de tous les jours, alors que c'est enfin, je sais pas comment expliquer. C'est, ça fait que ça fait une théocratie, quoi, avec, un chef religieux et aussi à la fois politique et ouah, c'est vraiment particulier ça, hein. C'est, c'est pas source de conflit ça? Parce que à vouloir régler en fait, le problème le problème à partir d'une autorité religieuse qui a une autorité politique, elle va forcément vouloir appliquer, ben, d'une façon ou d'une autre par la force, sa morale et même si sa morale est bonne, hein, c'est pas le souci, mais de vouloir appliquer par la force, ça revient à dire, ben, les choses elles doivent être comme je veux, et si tu es pas prêt, bah, tant pis. Quelqu'un par exemple qui est, je sais pas, qui est, qui est accoutumé aux drogues et tu lui coupes la drogue, du jour au lendemain, mais le mec il peut aussi en crever, hein. Il peut aussi mieux crever de la drogue que 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 d'être sevré, violemment. Enfin c'est donc je sais pas comment expliquer ça, c'est les quand nous on est à ce niveau-là par exemple, quel que soit le niveau, enfin sur le plan, j'en sais rien, financier, sur le plan, politique, sur le plan, religieux, spirituel, sur le plan amoureux, sur le plan, bah, l'autre personne elle va être là ou, enfin, sur un autre plan. Enfin, on avance tous différemment, en fait, dans nos vies et et comment dire? Et vouloir, quand on est là et de vouloir que les autres soient exactement là, si les autres sont là ou si les autres sont là, c'est pas si juste que ça, en fait et c'est le problème, je pense que c'est le problème de souvent, ouais, dans les quelque part, est-ce que c'est pas un peu le problème dans certains pays, comme notamment en Iran? En Iran où c'est une certaine morale qui s'applique et la volonté de, mmh, de codifier la société,
de vraiment faire respecter la loi. En fait, ça part de bons sentiments, mais c'est mal appliqué, quoi, parce que c'est pas, je trouve que c'est hypocrite parce que déjà ça revient à dire que soi-même on est juste. Enfin, de dire alors moi je vais faire des tru je vais mettre des lois contre l'adultère, je vais mettre des lois contre ci, contre ça, contre ouais mais mec, c'est tu pas parfait, quoi. Il a eu combien d'épouses, d'ailleurs Mahomet là? On en parle ou pas? Je pense que c'est à partir de là je pense que c'est à partir de là que ça commence à partir en vrille. Quand tu vraiment quand tu l'autorité spirituelle et que tu as une autorité temporelle et non, c'est ça peut à mon avis ça peut pas aller, quoi, c'est Accepte la conversion à l'Umma sous Mahomet et qui attends, correspond à la première phase de développement, merde, bousculant les liens on de était où? soumission. Là, par là à peu près? Plusieurs raisons expliquent ce succès. L'organisation stricte et la motivation supérieure Oh, des c'est troupes, compliqué, hein, c'est galvanisées par cette nouvelle foi, la personnalité charismatique. mais de toute façon, c'est le même genre de choses, là, c'est propre à l'islam, là, vu la vidéo, mais je suppose que ça s'est également pratiqué chez les juifs, à certaines périodes et même chez les chrétiens, en fait. On retrouve des exemples comme ça de types qui sont partis en vrille parce qu'ils avaient une autorité spirituelle et une autorité temporelle. Des types comment dire? Partis dans leur rêve de d'appliquer une société juste, ont fait de la société de leur temps une société injuste et c'est des types qui souvent, bah, ils finissent, crevés, assassinés de 3 balles dans le dos, non, enfin De bref. Mahomet, marquée par son sens de la diplomatie et son talent militaire, mais aussi l'idée d'une nouvelle fraternité entre croyants, bousculant les liens tribaux et cristallisant un sentiment diffus, celui d'appartenir à une même communauté arabe. Bon, c'est intéressant en tout cas. On apprend des La trucs et mort de Mahomet en on essaie de décoder, on essaie de 632 provoque des dissensions quant à sa succession. Aux Muadjilun, les premiers convertis, et aux Ansar, les convertis médinois, s'ajoute désormais l'élite de la tribu Quraysh dans la prise de décision, qui, usant de son expérience dans l'administration et le commerce, prend de plus en plus de pouvoir. et forcément, hein, ils vont dire: «Ouais, non mais c'est nous qui avons les ficelles, les mecs, vous composez avec nous, vous composez sans nous», Certains souhaitent voir comme successeur un membre de la famille du prophète, en la personne d'Ali, mais c'est finalement Abu Ali Bakr Baba! qui est élu, l'un des premiers convertis. Il prend le D'accord. titre de Khalifa, le successeur du prophète. Ah oui, calife ou ouais, c'est ça, c'est successeur, c'est ça. Un calife, c'est un successeur. Rasoul, Allah, successeur de l'envoyé de Dieu, d'accord, OK. Putain, Et jette les bases de la nouvelle institution souveraine de l'islam, le califat. d'accord. Abu Bakr est le premier des 4 califes que l'on nommera les califes bien guidés, et qui correspond à la première phase de développement de l'islam. D'accord. Des califes bien guidés. Regardez, 632, 661, ça fait une génération. 4 types. Bon, lui, il a pas vécu longtemps, là, après, mais 10 ans, là, on a 12 ans, puis là, on a 5 ans. Califat Rashidoun Ah, c'est ça, le califat Rachidoun, OK. correspond à la J'en avais entendu première parler, phase de mais développement de l'islam, le califat Rashidoun. Abu Bakr doit faire face au rejet de son autorité par de nombreuses tribus. Les raisons sont nombreuses. Des tribus considèrent que le serment d'allégeance prêté à Mahomet s'arrête à sa mort. ah! Attention, hein, ça a déjà envie de se révolter, là, hein, Certaines c'est refusent de payer l'impôt. D'autres vont jusqu'à honorer de nouveaux prophètes, que la tradition musulmane nomme usurpateurs. ah oui, donc ouais, là, ça part complètement en vrille en mode, «Ouais, non, mais nous, on reconnaît pas ci, on reconnaît pas ça», enfin, ils ont le droit, en plus. Mais, les si la tradition musulmane nomme, ses prophètes comme usurpateurs, ça commence déjà à partir en couille et je veux dire, bon écoute, il y a plusieurs écoles, hein, tu suis l'école que tu veux, mais c'est, va pas en va tu pas obligé d'imposer non plus ton école aux autres, quoi, c'est Ces dissidents, qui furent intégrés à l'Oumma sous Mahomet et qui renient leur foi, sont considérés comme des apostats. Ils doivent être combattus. ouais, d'accord, déjà à l'époque. Abu Bakr lance ses armées contre les tribus réfractaires, qui sont incapables de se fédérer, et il réussit à les soumettre. OK, OK. Oh là là! Cet épisode, les guerres d'apostasie, ou guerres de Rida, permettent à l'islam de s'implanter définitivement dans toute la péninsule. Oh putain! Cette fois, les conversions ne sont plus spontanées, mais bien forcées. Oh là 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 là, ouais! Ah oui, donc on est vraiment, eh,
C'est vers 612 que Mahomet il a sa vision. 622, il commence à avoir du pouvoir, mais ça commence un petit peu à partir en vrille légèrement. Enfin, ça part en vrille, on peut le dire. Puis 600, enfin 10 ans encore après. péninsule. Cette fois, les conversions ne sont plus Les califes bien guidés. Ah oui, il était vraiment bien guidé pour tuer du monde. plantées Hein, définitivement dans toute la péninsule. c'est comme dans la Torah quand il y en a qui disent ouais, on a une inspiration de Dieu qui nous dit d'aller tuer des gens ou je sais pas quoi. Putain, les mecs. De Rida permettent à l'islam de s'implanter définitivement dans toute la péninsule. Cette fois, les conversions ne sont plus spontanées, mais bien forcées. Abou Bakr meurt à peine 2 ans après être devenu calife. C'est comme la vaccination, hein, t'es forcé, ou t'es vacciné ou t'es pas vacciné, bah voilà, Vous voyez, ça c'est. Merde, Bah, attendez. Ah merde, Conception qu'est-ce que j'ai mis évidemment à tempérer et d'Ali. On était où là? Abou Bakr doit faire face au Voilà. rejet de Tout ça, voilà. Ça c'est la zone vaccinée, et au nord ils sont pas vaccinés, à l'ouest non plus, à l'est non plus. Voilà. Ils ont accepté ils ont accepté le vaccin contre la Covid. Rachidoun. Contre la Covid. Putain, même moi je me mets à parler comme Abou tout le Bakr monde. doit faire face au rejet de son autorité par de nombreuses tribus, Oui, bref. arrête à sa mort. Trop nombreuses. Là, ils ont plus envie d'avoir le rappel du vaccin. Enfin, du vaccin, c'est pas un vaccin, mais ils ont plus envie de recevoir ce traitement contre le Covid, soi-disant. Donc on les vaccine de force. Les tribus considèrent que le serment Décryptage, hein, bien sûr. d'allégeance prêté à Mahomet s'arrête à sa mort. Certains, et qui renient leur foi, sont très bien. considérés comme des successeurs Omar. Son cet Attendez. épisode, les guerres Voilà. d'apostasie ou guerres de Rida, Excusez-moi pour le. permettent à l'islam de s'implanter définitivement dans toute la péninsule. Cette fois, les conversions ne sont plus spontanées, mais bien forcées. Abou Bakr meurt à peine 2 ans après être devenu calife, et a Eh ben. désigné comme successeur Omar, son bras droit, qui fut Omar l'un des Sy. premiers compagnons de Mahomet. Non. La politique de conquête de l'islam est initiée par Abou Bakr, mais va prendre son véritable essor sous Omar. Voilà, d'accord. Ouais, ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur vu ce qui s'est déjà passé, mais en plus si c'est encore pire que ça après. Disposant de troupes aguerries après les guerres de Rida, les armées califales sont envoyées au nord, à la fois pour canaliser les énergies vers l'extérieur de la péninsule et offrir une perspective d'enrichissement, par le pillage, mais surtout par un impôt prélevé sur les populations conquises, qui est ensuite redistribué entre les membres de l'Oumma. Bon, déjà à ce moment-là, on sent que il y a plus rien de spirituel dans le mouvement et que oh la vache quoi. Oh les types. En fait, c'est beau de voir des types comme ça qui s'unifient et tout, qui ont un rêve commun quelque part, mais c'est moche de voir une volonté comme ça qui s'impose sur celle des autres, comme si les autres étaient soumis à soi-même, comme si on voulait soumettre l'autre à soi-même. Ça, c'est pas normal en fait. Ça, c'est tout sauf spirituel quoi. C'est le degré zéro de la spiritualité quoi. Tout d'abord du côté des Perses sassanides. Dès 633, un général et stratège talentueux, Khalid ibn Walid, parvient à Khalid s'emparer ibn de la Walid. capitale du royaume Lakhmide, El Hira. Il soumet ensuite, sans rencontrer de résistance, les peuples situés au sud de l'Euphrate. Le nouvel empereur sassanide, D'accord. Yasgard III, réunit une armée de 30 000 hommes, soutenus par des éléphants. Ah les éléphants, les fameux éléphants. Il écrase les forces musulmanes, privées de Khalid ibn Walid, parti sur le front syrien. Bon voilà, hein, typiquement voilà, ils ont voulu, ils ont tenté, hein, ils ont essayé, mais ils ont pas réussi, hein, Perses beaucoup trop fort. Mais les Perses à cette époque-là, faut le rappeler, hein, c'est ouais, encore un empire exsangue et le fait d'avoir une armée de 30 000 hommes, bon ils les écrasent quand même et tant mieux pour eux, hein, je veux dire, mais on n'est plus, comme sous Alexandre, avec des armées de je sais pas, genre 100 000 hommes ou 200 000 hommes ou S'ensuit on sent la décadence, hein, c'est plusieurs années d'escarmouches avant la bataille décisive. oh là là. Une armée sassanide de 80 000 Oh là hommes là là. fait face à 40 000 guerriers arabes à Al-Qadisiyah. Qu'est-ce qui se passe alors? Les Sassanides sont sèchement battus. La Perse s'ouvre aux troupes musulmanes, qui conquièrent la capitale de l'Empire, Ctésiphon. D'accord. Les conquérants installent 2 villes-casernes, Basra et Koufa, Ah oui, Basra qui est je sais pas si c'est sur la côte maintenant, mais bases à partir desquelles ils vont mener des attaques au nord, puis s'emparer du Khouzistan. d'accord. Eh, vous savez quoi?
dans ma partie avec Médéoui, faut que je fasse ça en fait, hein. Faut que j'arrive à conquérir à unifier l'Arabie. Il y aura pas d'islam, mais faut que j'arrive à unifier l'Arabie avec, la faction médéwite là et heu et de faire des bases en gros on va dire sur le croissant fertile quoi, enfin sur la Mésopotamie notamment, pour lancer des bases après enfin, faire des bases pour, conquérir après la Perse. Les troupes perses, sans cesse repoussées, se réfugient dans les montagnes du Zagros et tentent des contre-attaques. D'accord, La bataille qui marque un tournant a lieu à Nahavand. Les troupes bien un nom difficilement perse, ça. réunies par Yazgard sont écrasées par les Arabes. Bataille d'importance, connue dans le monde musulman sous le nom de Victoire des Victoires, car elle ouvre aux conquérants la porte de l'ancienne Perse Ah et permet la ouais! diffusion de la nouvelle religion dans un lieu non sémitique. D'accord. Oh la vache! 642, hein. Entre le moment il y a 10 ans qui se sont écoulés donc, entre le moment où les types, ont dû, réprimer enfin ont dû assujettir en fait par la force les ceux qui voulaient plus, suivre, le Mahomet ou enfin bref, qui voulaient vivre leur vie de leur côté, tranquille quoi. Et le moment où ils assujettissent justement bah, ce qu'il appelle, l'ancienne Perse, il a raison. Waouh, putain! On va de 10 ans en 10 ans, hein, vous êtes pas prêts, hein, L'empereur sassanide, avec ses quelques troupes, fuit inexorablement. À sa poursuite, les armées musulmanes pénètrent dans les plateaux iraniens. Eh ouais, forcément. Le souverain sassanide, incapable de réunir une armée, est finalement assassiné par des proches à Merv en 651. L'empire sassanide s'est effondré en à peine 15 ans. Putain, Du côté byzantin, le territoire Ça- ghassanide, ça fait froid dans le dos, hein. allié de l'empire romain, Décidément, les Perses, ils ont pas une tradition ils auraient pas une tradition, les Perses, de c'est un gruyère, le machin ou, parce que ce soit sous Alexandre le Grand ou que ce soit, du temps là de l'expansion de l'islam, les types, enfin, ils se font conquérir leur empire en 2 temps 3 mouvements et du côté byzantin, le territoire ghassanide, allié de l'empire romain d'Orient, mais occupé pendant 20 ans par les sassanides, a quelque peu été abandonné par Constantinople. Il est rapidement D'accord. conquis. OK. Les troupes se dirigent vers la Palestine et la Jordanie. Jacobites et juifs de la région, mécontents de Byzance, accueillent les conquérants sans s'opposer. Ah ouais. L'empereur À mon avis, ils vont déchanter, hein, vu le Byzance accueille les conquérants sans s'opposer. L'empereur Héraclius réagit et envoie un contingent à leur rencontre. OK. Parallèlement, Khalid ibn Walid accourt de Perse et rejoint les troupes qui se sont réunies. Un premier affrontement d'ampleur se déroule en 634, à Hajdan. OK. C'est une victoire dans la douleur pour les musulmans, qui perdent de nombreux hommes. Ah ouais, d'accord. Les Donc c'est une victoire à la Pyrrhus, quoi. Byzantins reculent, tandis que les armées se scindent et pillent la région. Des troupes d'Héraclius Pas facile à tenir, hein. Il y a pas une grosse assise dans le coin pour les Romains au nord et s'enferment dans Damas, qui est finalement conquise après un long siège. C'est ensuite Homs et une partie du Levant qui tombent aux mains des troupes arabes. Héraclius réagit avec plus de vigueur. Il envoie le maximum de troupes reprendre les territoires perdus. Habilement, les armées arabes battent en retraite afin de choisir un terrain propice pour le combat. Ah, d'accord. Putain, n'empêche que L'affrontement décisif a lieu près de la rivière Yarmouk et dure 6 jours. eh ben c'est alors ça, ce serait intéressant. Cette période-là, elle est intéressante, franchement. Je sais plus qui disait que la période, notamment avec Attila Total War ou, je sais plus, qui disait que la période n'était pas intéressante. Mais cette époque-là, elle est super intéressante. Ça, c'est vraiment guerre totale, hein, c'est bon après, vu le nombre d'hommes qui sont Les crevés, Byzantins sont défaits. La Syrie et toute la côte du Levant passent sous le contrôle du califat. En 638, Jérusalem, lieu sacré, tombe. purée. Putain, c'est rapide. Waouh, entre le moment où ils chopent la Perse et le moment où ils chopent le Levant, là, waouh. Enfin, c'est le même temps à peu Une près. armée mais de c'est- 40 000 hommes, commandée par Amrelas, poursuit vers Amrelas. l'Égypte afin de mettre la main sur le grenier du monde. L'attaque surprend les Byzantins, qui résistent Ils s'attendaient à quoi, les mecs? 1 an dans des villes fortifiées avant d'être défaits à Héliopolis.
Les troupes de Amr el-As pillent Comment ils Oasis. ont réussi à conquérir les villes d'Égypte? Si les villes étaient fortifiées, justement? Est-ce qu'ils ont réussi à bâtir du matériel de siège, ou est-ce que Avant d'être défaits à Héliopolis. Les troupes de Amr el-As pillent l'oasis du Fayoum et posent le siège devant Babylone, l'actuel Vieux Caire. Oh Là- putain, Babylone, c'est le vieux L'armée Caire. byzantine réussit à s'enfuir et se réfugie dans Alexandrie, bien protégée par des machines de guerre. Ah, qu'il n'y a pas ailleurs. Pris au piège, les Byzantins finissent par négocier. Un accord est trouvé. Les Byzantins peuvent quitter l'Égypte avec leurs biens. Ceux qui restent doivent soit se convertir, soit payer un tribut. Ouais, c'est quand même... c'est pas très... C'est marrant ça, hein. C'est cette réputation de libérateur. Soit tu te convertis, soit tu payes le tribut. Bah putain, dans tous les cas, t'étais jamais libre, quoi. C'est... Les musulmans s'installent en marge du delta et fondent la ville forteresse de Fustat. Partant de D'accord. cette base, les troupes arabes poussent au sud et à l'ouest, dans des territoires opposant peu de résistance. Ouais, forcément, c'est... Ils s'emparent de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine. Une vaste flotte est parallèlement Déjà à cette construite époque-là par le gouverneur de Damas, Muawiyah. L'île de Chypre est conquise. Attends, en si peu de temps, ils arrivent déjà à préparer une flotte. Peut-être qu'ils bénéficient du savoir des gens, enfin des autochtones. Peut-être qu'ils bénéficient de leur savoir et que, enfin, putain, ouah la vache, c'est rapide, hein. Construite par le gouverneur de Damas, Muawiyah. L'île de Chypre est conquise. Mais une crise s'apprête à éclater dans le califat, stoppant pour un temps les conquêtes. Le nouveau calife, désigné en 644, Othman, Ok. également très proche de Mahomet, puisqu'il a épousé deux de ses filles, Ah oui, va d'accord. bouleverser Ah oui, lui, il en épouse pas qu'une, hein, il épouse les deux, hein, ça c'est. Genre vraiment, c'est pourquoi on peut joindre l'utile à l'agréable, hein, c'est. l'équilibre fragile de l'Oumma, de la communauté. Issu du puissant clan Oumaya des Quraysh de la Mecque, il place des membres de sa famille au poste clé de gouverneurs de province, les émirs. Il redistribue le butin sous forme de concessions foncières à son clan. Brisant la nouvelle solidarité de la J'ai pas Mecque, suivi. il place des membres de sa famille au poste clé de gouverneurs de province, les émirs. Il redistribue le butin sous forme de concessions foncières à son clan, brisant la nouvelle solidarité religieuse et revenant aux vieux liens claniques pré-islamiques. Oh le con! Oh le con! Attendez, je vais encore revenir pour vraiment bien me l'ancrer dans la tête. C'est le seul souci avec Question d'Histoire. Euh, Parfois, il y a tellement d'informations et en fait, ça se bouscule assez. Enfin, en fait, c'est bien que ça soit un format court, mais c'est beaucoup d'informations parfois qui se bousculent dans ma tête et ça fait que j'ai du mal à suivre. C'est pas la première fois que ça me le fait, mais ça le faisait pas avec les premiers Questions d'Histoire qui étaient des formats plus courts. Et là, comme on a tout ce qu'on a engrangé juste avant et qu'on a, enfin, cette partie-là où c'est complexe comme. Va Wow. bouleverser l'équilibre fragile de l'Oumma, de la communauté. Issu du puissant clan Oumaya des Quraysh de la Mecque, il place des membres de sa famille au poste clé de gouverneurs de province, les émirs. Il redistribue le butin sous forme de concessions foncières à son clan, brisant la nouvelle solidarité religieuse et revenant aux vieux liens claniques pré-islamiques. Des troubles éclatent, d'autant que les Ansar et les autres clans des Quraysh s'opposent aux décisions d'Othman. Ah, ça va clasher, hein, ça va clasher inévitablement. Il y en a qui s'accaparent tout et. Des insurgés l'assassinent dans sa maison à Médine en 656. Mais qu'as-tu fait? L'assassinent dans sa maison Vous voyez à le Médine mec là? en Qu'est-ce 656. que tu as fait? La guerre civile frappe alors la communauté de croyants. Ah putain. Le nouveau calife qui est élu, Ali, est le cousin et gendre de Mahomet, du clan Banu Hashim. Alors, c'est marrant de voir dans l'histoire des types qui sont soutenus par un certain nombre de personnes et qui se voient refuser le pouvoir en fait, et puis qui l'ont après. Je trouve ça trop marrant quoi. Les types je suis frustré, hein, j'aurais voulu régner moi. Puis ils attendent 5 ans, 10 ans, 20 ans. Lui il a attendu combien? 24 ans après la mort de Mahomet. Ah c'est bon, enfin je peux régner. Mais son élection est contestée, notamment par Muawiyah, le gouverneur de Syrie et cousin d'Othman, qui souhaite venger l'assassinat du calife. Oh là 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 là. Ali refuse d'appliquer la loi du talion aux assassins. La communauté se divise en deux camps. Ouais. Celui d'Ali,
soutenus par les Ansar, une partie des Muhadjirun et des troupes de Basra et Koufa. De D'accord, l'autre, d'accord. les partisans de Mouaïa, composés de Syriens, Égyptiens, avec la garnison de Fustat, et de l'aristocratie mécoise, Donc les conquêtes récentes, en fait. avec à sa tête les membres de son clan, les Enfin, Oumayya. en fait, déjà à ce moment-là, on voit qu'il y a deux zones de diffusion. Oh putain, dites-moi que c'est ce qui donne les chiites et les sunnites. Dites-moi que c'est ça. Si ça se trouve, c'est ça, c'est là qu'on voit la différence entre les sunnites et les chiites, non? C'est pas ça, là, l'histoire des chiites, là, ceux qui sont pour, qui suivent Ali, enfin qui considèrent que c'est Ali le vrai successeur, et puis que. C'est le début de la première fitna, la grande discorde, Oh une là période là. de guerre civile. Discord, hein, bien sûr, le serveur Discord, c'est voilà. C'est le début de la première fitna, La première la fitna, c'est grande le serveur, c'est le grand serveur Discord. discorde, une période de guerre civile qui va Ah, je vous dis, hein, Fada React, moi je réagis toujours comme Fada. profondément diviser la communauté. C'est pas parce que c'est des sujets qui sont réfléchis, qui sont super intéressants, hein, qui sont, et franchement, j'ai l'impression que c'est un gros bol de céréales, le machin, et que tu tout ça, et que ça fait un peu mal au ventre, à la fin. Parce que c'est beaucoup d'informations, ça tourne un peu là, le cerveau il a plus de mal à. C'est pour ça que c'est bien que les sujets d'histoire soient pas trop longs. C'est comme Confession d'histoire. En fait, c'est bien pour ces personnes de développer un sujet, mais en fait, même ça, même celui-ci de sujet, je l'aurais fait en 2 parties. J'aurais fait le parce que c'est beaucoup, c'est vachement de pourquoi pas 2 parties de 15 minutes, ou 2 parties de mouais, ouais, 10 minutes, je sais pas, 10 12 minutes. Parce que le problème, c'est que c'est tellement riche, et c'est pas un reproche, en fait. C'est juste que le rythme est tellement, particulier qu'on peut pas tout, enfin, vous connaissez le temps de cerveau disponible, tout ça, puis, au bout d'un moment, La grande discorde, une période de guerre civile qui va profondément diviser la communauté musulmane. Accusé d'accord. du meurtre d'Othman par certains membres de la famille de Mahomet, notamment par la troisième épouse du prophète Khadija, Ali écrase cette première opposition lors de la bataille du Chameau. Les armées de Muawiyah et d'Ali se rencontrent ensuite à Siffin. Mais le combat est D'accord. arrêté. On décide de recourir à un arbitrage. Ah, l'arbitrage, hein, bien sûr, les fameux arbitrages. Certains partisans d'Ali se désolidarisent et forment un nouveau courant, les Kharidjites. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Certains partisans d'Ali se désolidarisent et forment un nouveau courant, les Kharidjites, qu'Ali massacrera un an plus tard à Narawan. Pas de bol. Ouais, le machin, À l'issue de cet arbitrage, Ali est désigné comme l'assassin d'Othman et perd peu à peu ses soutiens. Il est finalement assassiné en 661 par un d'accord. Kharidjite qui souhaite venger le massacre de Narawan. Mouaya marche sur les dernières poches de résistance, puis se fait proclamer calife. D'accord. Le centre du pouvoir se déporte à Damas. Mais c'est marrant, hein, de voir que ces types-là se faisaient appeler les bons califes, ou les califes, bien guidés, ou je sais pas quoi là. Califes bien guidés, faut y aller, hein. Proclamé calife. Le centre du pouvoir se déporte à Damas. Issu de la famille Umayya des Quraysh de la Mecque, la dynastie qui s'installe va donner son nom à la période qui s'ouvre et qui va durer près d'un siècle. Ah, c'est pour ça, c'est bien ce que j'avais anticipé, le califat Le omeyyade. califat omeyyade. OK, OK. 661, donc, c'est le début du califat omeyyade, qui a duré jusque dans les années peut-être 800, 900, 800 peut-être? En l'espace de 50 ans, l'islam a donc réussi à s'implanter sur un vaste territoire. Les raisons de ce succès sont nombreuses. Dans un premier temps, la création d'une nouvelle communauté arabe portée par la foi s'est couplée à une stratégie gagnante qui a réussi l'intégration des tribus de la péninsule, par la diplomatie, puis par la force. Militairement, les armées ont été portées par des généraux talentueux, qui n'ont pas hésité à attaquer par surprise ou feindre des retraites. Mais on voit que c'est quand même, très, les types se sont dit quand même, enfin, c'est toujours encore une fois la volonté de pouvoir, et la volonté quelque part d'asservir l'autre. C'est marrant quand même cette, ce principe de se dire libre, donc genre tu reçois une vision, puis ça y est, tu es libre et tout, et parce que je suppose que, enfin, ça avait l'air de faire du bien au début, à plusieurs personnes, enfin Mahomet, puis, son entourage.
Mais c'est marrant comme cette tradition de finir par vouloir asservir les autres, à ses propres croyances, à au lieu d'être dans le respect ou de enfin, ouais, de laisser sa liberté à chacun, quoi. Le libre arbitre, quoi. Donc ouais, particulier, quoi. pour mieux terrasser leurs adversaires. En orientant leurs armées vers les empires voisins affaiblis, les califes ont permis un afflux de richesses et ont Le choix des images est tellement quali. ainsi évité des crises internes. La grande discorde est notamment liée à un ralentissement de ses conquêtes et à une tentative de retour aux liens tribaux, ce qui fut mal accepté par la communauté. Ça se comprend, hein. Ça se comprend parce que c'est si tu s encore une fois, c'est le système tribal, peu importe ce qu'il est, ça comment dire? Ça va faire forcément des ça va réjouir certaines personnes et d'autres qui n'ont pas de haut poste social, bah, forcément vont être délaissés et ça c'est terrible. Donc bah, c'est juste dommage que le l'Oumma a été, restreinte, exclusivement, aux nouveaux convertis, on va dire. Heu, Puis même on voit que les types commencent déjà à se déchirer entre eux et qu'ils sont pas d'accord sur tout et qu'ils se sentent obligés de enfin, pourquoi se sentir obligés de convertir par la force même, des personnes ou de, enfin ouais, de porter le glaive sur l'autre et de vouloir le soumettre à sa croyance, quoi. Enfin, je sais pas, ça me dépasse. Et la grande phase d'expansion ne s'arrête pas là. Le califat omeyyade va encore repousser les Ah frontières de oui, ce nouvel empire, c'est mais vrai, également jeter les bases d'une nouvelle administration, aspect essentiel pour le contrôle des territoires conquis, que logique. nous aborderons plus en détail dans une deuxième partie consacrée au califat omeyyade. Putain, il était magnifique ce question d'histoire, n'empêche. Oh, le choix des images et tout ça, c'est Voilà, magnifique. j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir cette magnifique illustration de Khalid ibn Walid, considéré comme l'un des plus grands stratèges de l'histoire, en vous rendant sur la page Ah ouais, Tipeee ou Utip de la rien que chaîne. ça, Elle est réalisée par l'artiste Manon Potier du studio toujours la même. DTDA. Évidemment, un grand merci à tous les contributeurs qui permettent à la chaîne d'exister. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce vers le haut. Tiens d'ailleurs. Un grand merci pour votre soutien et à très bientôt pour la deuxième partie sur l'expansion de l'islam. Putain, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. Franchement, ah, il y a tellement d'infos, il y a tellement de choses, je suis sûr qu'il y a tellement moyen de rebondir sur ce qui est dit. Enfin moi, encore une fois, je suis pas, comment dire? Je suis pas un fin connaisseur de tout ça. Je suis pas un fin connaisseur de tout ce qui est, bah, de l'islam ou de même de l'histoire de l'islam, de la de aussi bien des sources que de ce que ça a donné après. Je connais pas grand chose au Coran, je enfin voilà. Mais, c'est super intéressant quoi de voir, de voir le contexte. Le contexte, souvent qui est, je pense, oublié, je sais pas comment on doit dire, mais qui, ouais, qui souvent les je sais pas comment expliquer ça, mais c'est je me dis que les on perd souvent de vue le contexte et peu importe les sujets, mais, c'est toujours important de remettre les choses dans leur contexte, de comprendre en fait pourquoi il s'est passé ça, pourquoi mais, pouah, c'est, bon la semaine prochaine non la semaine prochaine? Est-ce que je le fais la semaine prochaine? Heu, on pourrait également faire on pourrait faire un Fata React sur le comment le califat omeyyade a-t-il consolidé l'empire d'islam? Heu, le truc, j'ai envie de faire une petite pause sur les Fada React. J'ai envie de prendre un petit peu plus de temps pour moi le dimanche soir, mais heu, ou alors il faudrait que je change de format, mais à voir, à voir, à voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Moi oui, je sais pas si je vais tout retenir, hein, mais c'est, en tout cas comme quoi, la fameuse réputation d'expansion agressive et de conquête et de tout ça dans des bains de sang, c'est pas volé, hein, c'est pas malheureusement, hein, c'est con, c'était bien parti au début, c'était bien ça partait bien, mais bon, c'est eh oui, malheureusement,
ça part en vrille, quoi, forcément au bout d'un moment. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas vraiment si le Fada React, prochain, dimanche prochain, enfin, en principe, je fais quand même un Fada React dimanche prochain. Je sais pas si je le fais forcément sur la suite là, sur le Califat Omeyyade ou si je choisis un sujet plus léger. Mais je pense que pour rester quand même dans le ton et dans le thème, pour rester, dans le pour qu'il y ait une continuité en fait, pour que ça fasse pas de coupures, inopinées, pour que ça fasse pas de pour que ça ait sa logique, je pense que ça sera quand même sur le Califat Omeyyade, et sur, sa consolidation, son expansion et peut-être que la semaine d'encore après, je prendrai une petite pause pour les Fada React. On verra bien. C'est, j'essaie de maintenir un rythme quand même pour les lives, notamment avec les nouvelles émissions en milieu de semaine, le mardi et le mercredi. Mais, bon, on verra bien, hein, bref. Écoutez, j'espère que ça vous a plu donc. Moi, je vais vous laisser là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, l'annonce pour la semaine, les annonces pour la semaine, tout simplement. Et bah, tout simplement mardi. Mardi, on se retrouve pour, le Cartocraft. On continuera sur l'île de Ré. Faudrait que je la termine quand même parce que mais c'est vrai que j'ai pas choisi je me suis pas choisi un angle, enfin un cadre trop important donc ça va, ça passe. Quand je dis que j'ai besoin de réduire un petit peu pour, certains streams, c'est surtout que, c'est vraiment j'ai besoin de repos parce que là c'est pas que j'ai une cadence qui est monstrueuse, mais c'est plutôt mon rythme de vie. Enfin, c'est plutôt ouais, mes horaires de vie qui sont pas extraordinaires j'ai envie de changer ça, enfin d'essayer de changer ça ou en tout cas de me donner plus de temps pour moi-même et de parce que j'ai besoin de repos, quoi. J'ai besoin de repos notamment. Mercredi, est-ce que je fais, comme j'avais fait la première fois, est-ce que je fais 2 émissions de Cartocraft? C'est saoulant, non? J'ai plus envie mercredi de faire du Europa Universalis 4, donc notre partie, Joseon avec la Corée, qui serait de 21 heures à minuit à peu près. Donc voilà. Ou bien 21 heures 23 heures, mais à voir, hein, ouais, je pense 21 heures minuit, ça peut le faire. Jeudi, toujours pas de stream de lecture ou de choses comme ça. En plus, je fatigue là. C'est temps que j'arrête le stream parce que je fatigue et j'ai rien becté depuis, 10-15 heures même, voire plus. Du 20 heures? Ça fait 20 heures que j'ai rien mangé. Ouais, c'est ça, ça fait 20 heures que j'ai rien mangé. Il est 22h47, j'ai rien mangé depuis plus de 20 heures maintenant et ouais, hein, j'essaie de faire attention avec, de me nourrir convenablement, mais il y a des moments où on peut pas quoi. Vendredi donc, vendredi prochain, on se retrouvera évidemment pour la soirée sur de Total War, Rome 2, DVD Timpera, Mayday Wii, Rome de couche, de Nubie, tout ça, vous connaissez. Où on a bien progressé la dernière fois et je suis vraiment content. On aimerait bien progresser en Arabie, mais on verra bien, ce que ça donnera. Hem, ou alors faut que j'envisage, mes conquêtes d'une autre façon, enfin à voir, hein. Samedi, bien entendu, on continuera, ce sera le 6e épisode, je crois, sur Dishonored. Vendredi, ça doit être le 11e ou 12e épisode de Total War, avec notre partie sur Medewee et samedi, donc le 6e, je crois, épisode sur Dishonored Definitive Edition et dimanche, donc en principe, à nouveau un Fata React, bah, sur la suite de l'expansion de l'islam. Je vais rendre l'antenne maintenant. Bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu, sur YouTube, sur Twitch. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bonne nuit à vous. À la prochaine. Salut.